Aujourd'hui, j'accueille Pablo Vera, qui est le cofondateur et CEO de Angle Labs. Angle Labs a déployé le protocole Angle, qui émet l'AGE Euro, une stablecoin euro décentralisée sur Ethereum. Aujourd'hui, il y a environ 30 millions d'AGE Euro en circulation, et c'est la plus grosse stablecoin euro en termes de volume. C'était un plaisir de parler avec Pablo de son parcours, de la naissance de Angle, mais aussi de ses méthodes de travail et de sa vision du futur de l'écosystème. Et j'espère que vous aimerez écouter cette conversation autant que j'ai aimé la voir. Sur ce, bonne écoute. Bonjour Pablo, c'est un plaisir de t'avoir ici. Tu es le cofondateur de Angle Labs qui a déployé et travaille sur le protocole Angle. Avant tout, j'aimerais bien qu'on parle de ton parcours, de comment est-ce que tu es rentré dans ce domaine de la crypto. Si je ne me trompe pas, tu as un parcours un peu atypique. Atypique pour les gens qui ont fait de la crypto, mais sinon après moi je suis passé toujours par les voies classiques. Je suis pas quelqu'un qui s'amuse trop hors des sentiers battus. Je suis allé en prépa après mon lycée. Après le lycée, après la prépa, j'étais en école d'ingénieur. J'ai été admis à Polytechnique. Et après Polytechnique, j'ai fait un master aux États-Unis. Donc c'est, enfin, somme toute, ce qui est très classique quand tu es ingénieur en France. Et je suis jamais forcément trop intéressé à des trucs hors de ce que j'avais dans mes cours, tu vois. Genre, j'avais pas de passion, enfin, j'ai beaucoup de passion, je passais pas mal de temps avec mes potes, etc. Mais pas de passion qui me dévorait tout mon temps en plus des études, donc plutôt assez focus sur les études. Et je suis rentré dans l'écosystème des crypto-monnaies par le biais de cours que j'ai eu la chance de prendre quand j'étais à Polytechnique et après quand j'étais à Stanford. C'est un peu comme ça que je suis rentré. Parce que sinon, je suis pas le genre de personne qui aurait commencé à regarder ça sur mon temps libre et à me dire vas-y je vais faire plus que ça. Mais alors, j'imagine que quand tu étais à Polytechnique à Stanford, j'imagine que tes camarades, ils faisaient pas du tout. Enfin, ils partent plus dans la finance ou. Alors quand tu es ingénieur français, je vulgarise un peu le truc hein, parce que en fait il y a beaucoup plus de voies qui existent, mais je trouve que c'est quand même assez standardisé. Genre ce que font les gens après les écoles d'ingénieurs. T'en as, bon, à la Polytechnique, t'en as qui vont faire de la transition écologique, soit dans le public, soit dans le privé. Il y en a qui vont faire de la data science. Il y en a qui vont faire, qui vont être traders, enfin, donc faire de la finance. Il y en a qui vont travailler, faire des doctorats, des thèses. Il y en a qui vont faire travailler un peu dans le bâtiment. Mais voilà, c'est ça les grosses étapes. Et après, quand tu vas, je trouve, dans la Silicon Valley, c'est quelque chose qui est encore plus recentré. Quand tu arrives à Stanford, en gros, les gens ils font soit de l'AI dans une GAFA ou dans une startup, soit ils vont travailler en crypto. Enfin, c'est un peu les trucs qui sont hot et que tout le monde fait. Donc à Polytechnique, moi c'était juste un cours, donc c'était pas du tout mon métier, c'était juste un cours que j'avais bien aimé. Et après à Stanford, t'es pas du tout un outlier quand tu commences à t'intéresser aux crypto-monnaies. Le cours de crypto, à Stanford, je crois qu'il y a 300 personnes à peu près dans le cours. Donc tu es vraiment sur une grosse promo. Et après, bien sûr, il n'y en a pas énormément qui continuent et qui créent leur boîte. Mais quoique, je crois qu'il y a un alumni de Stanford sur deux qui a créé une boîte à un moment dans sa vie. Donc tu prends l'intersection, gens qui ont crypto, gens qui ont créé des boîtes. Finalement, t'es vraiment pas trop tout seul dans ton coin. Et c'est quand même, enfin c'est assez cool, je trouve, d'être dans ces écosystèmes-là où tu vois des gens qui l'ont fait avant toi et toi tu te dis bon bah si eux l'ont fait, ça te euh, pas dédramatise, mais le truc, tu t'en fais plus une montagne, quoi. Le fait de faire de l'entrepreneuriat, de lancer son projet, d'aller lever des fonds avec des VC, voilà, ça démystifie tout ce processus-là. Parce que tu vois, les mecs 2 ans au-dessus de toi, t'as fait des projets avec eux, tu t'es dit, bon, ils sont pas forcément meilleurs que moi, ils ont grindé, ils ont réussi, mais ils ont pas. Voilà, je suis passé par les mêmes. Ouais, j'ai l'impression qu'à Stanford particulièrement, parmi toutes les universités américaines, il y a vraiment cette vibe particulière parce que quand on regarde énormément de grands entrepreneurs dans la tech qui sont passés par là, et j'imagine que bah, tu sais, dans la même classe qu'eux, tu arrives et tu te dis en fait, il n'y a rien de très différent, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas faire pareil? Ouais, bah, je trouve que moi j'ai toujours eu ça à chaque fois, dans chacune des étapes, t'as toujours un petit syndrome de l'imposteur, et un moment où tu te rends compte que bon, bah, en fait t'es capable de le faire. Je sais pas,
parti d'un collège, j'ai bougé dans un lycée qui était mieux. En arrivant dans le lycée, je disais, bon, bah, si j'arrive à être dans la première moitié de ma classe, ça sera bien. Moi, finalement, je me rends compte que ça va, ils sont à mon niveau. Pareil, quand j'arrive en prépa, t'arrives en prépa, tu te retrouves avec que des premiers de classe de toute la France. Tu te dis, bon, si j'arrive à être au-dessus de la moitié, c'est pareil. Et à Leeds, c'est pareil, à Stanford, c'est pareil. Et même, je trouve que j'avançais dans mes études, plus ce moment où je disais, bon, bah, en fait, je suis aussi capable qu'eux, il arrivait plus tôt. Genre, et même à Stanford, j'ai même été déçu par le niveau de certaines personnes avec qui j'étais en cours. Je me disais, franchement, si c'est ça Stanford, on en fait quand même tout un chapeau pour pas grand-chose. Tu te retrouves avec des mecs qui sont qui sortent de leur high school. Toi, tu as fait 4-5 ans d'études. Et tu dis, comment ils se retrouvent dans cette classe à poser des questions comme ça, voilà. Et du coup, t'as pas commencé le code, enfin j'imagine si t'as un parcours aussi académique comme ça, t'as pas commencé le code tout seul dans ta chambre au lycée, t'es plutôt passé par la voie, bah, le code en cours quoi au final. Ouais, exactement. Ouais, moi, j'étais pas un grand codeur au lycée, j'aimais bien ça. Ouais, j'aime bien apprendre des sciences, apprendre à savoir faire des trucs. Mais après, quand j'étais en école d'ingé à l'IX, je me disais, en fait, je vais faire de l'économie, je suis pas ingénieur dans l'esprit. Euh, Moi, je veux faire en gros du business, quoi. Mais sauf que je me suis assez vite rendu compte que j'étais quand même content d'apprendre à savoir faire des trucs, genre de savoir coder, de savoir faire des maths. Et donc j'ai eu un petit rejet l'espace un an et demi, à me dire ouais, je vais faire plus que de l'économie, limite je vais faire un doctorat en market design. C'est des trucs pas techniques, c'est que de la réflexion. Enfin, c'est un peu technique, mais c'est pas si technique que ça. Et après, je suis arrivé aux États-Unis, je me dis, bon, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les critères, enfin les qualités que je serais capable de vendre à une entreprise. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu motivé à apprendre à faire des trucs. Et c'est là que j'ai commencé à un peu plus coder. Ok alors, Polytechnique, Stanford, euh, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien que tu nous ramènes bah, avant la création en fait du protocole et même de Angle Labs. Qu'est-ce qui se passe quand tu finis Stanford, j'imagine? Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ok, il faut se lancer? En fait, on a commencé à. Donc, j'ai deux associés, Guillaume et un associé qui reste anonyme avec moi sur Angle. On était encore à Stanford quand on a commencé à réfléchir à ça. En fait, j'ai fini Stanford en mars 2021 et j'ai pris un cours de crypto de septembre à décembre 2020. Euh, et c'est pendant ce cours-là, je travaillais en freelance avec une boîte qui m'avait proposé un CDI, soit si je voulais aller dans la Silicon Valley, soit à Paris. Donc j'avais un peu trouvé un setup cool, j'aimais bien la boîte dans laquelle je travaillais, ça s'appelait Gorgias. C'était une startup classique, quoi, c'est stade série B. Euh, et je savais que j'avais un peu un moment quand même envie de créer ma boîte. Et à la fin du cours de crypto à Stanford, il y a eu une intervention de Fred Ersam, qui est un des cofondateurs de Coinbase, qui a eu des mots qui ont pas mal résonné en moi. Il disait, vous voyez là ce qui se passe en moment dans le domaine des crypto-monnaies en 2020, c'est possible d'être trois dans sa chambre et de faire un truc qui scale à des milliards de dollars. Et la dernière fois qu'on a vu cette dynamique, c'était pas si longtemps que ça, mais c'était au début des années 2010, c'était possible d'être trois, bon allez, une dizaine, et de faire Instagram avec 1 milliard d'utilisateurs juste en étant très peu dans sa chambre. Là aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça sur les social networks. TikTok, c'est des vingtaines de milliers d'employés pour faire les meilleurs algos qui font que bon, ils arrivent à rentrer dans ton cerveau. Dans les cryptos, c'était encore un peu à cette étape-là. Et là, je me suis dit, je suis quand même sur un sujet qui est à l'intersection de plein de trucs qui me passionnent. L'économie, j'ai toujours bien aimé ça. Il y a un petit peu de maths et un tout petit peu de code, donc des sujets techniques pour lesquels j'avais recommencé à me passionner. Ça vaut le coup que je réfléchisse un peu ou au moins que je cherche un travail dans cette sphère-là. Et donc à la fin du cours, moi je commençais à jouer un peu en DeFi, à jouer avec des protocoles qu'on avait vus. Donc vraiment pas forcément pas des choses que je suis allé chercher moi, hein, genre des trucs que j'avais appris dans le cadre de mes cours, à jouer sur Compound, à jouer sur Uniswap, à jouer sur Aave. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, ça serait peut-être marrant de réfléchir à faire un protocole de stablecoin parce que je comprenais pas pourquoi il y avait que des stablecoins dollars et pas de stablecoin euros. Et juste sur ça, bon bah, on s'est dit, il faut qu'on se lance. Après, bien sûr, on avait commencé à toucher du doigt à l'immensité que pouvait représenter la DeFi, au fait que c'était possible de créer
une industrie financière, de recréer complètement le monde financier, super composable, de façon très transparente. Et on s'est dit, il faut quand même réussir à apporter aux gens les outils qu'il faut pour que, au niveau des protocoles, la DeFi puisse avoir une utilité. Donc, c'est le fait qu'on puisse faire quelque chose de super scalable, puis la vision qu'on a toujours sur l'industrie qui nous a fait, bon, on va réfléchir un peu, on a encore un trimestre à Stanford, on va se poser, on va voir comment on structure tout ça. Et donc pendant un trimestre, on faisait des calls en gros chaque semaine, mais moi on travaillait pas mal de notre côté, et pour la première fois j'avais mon vrai projet de mon côté, tu vois. En parallèle des cours. On se posait de notre côté et on voyait qu'on avançait assez bien. Et à la fin, je disais, bon, en fait, c'est trop bien de travailler pour soi, j'ai vraiment adoré faire mon projet. Je vais dire à la boîte avec laquelle j'étais censé travailler, laissez-moi un peu de temps. Et au moment où on finit Stanford, moi j'étais en France à distance à cause du Covid, mais mes associés, ils sont revenus en France. On s'est posé et on s'est mis à plein temps, on se donne une chance, on se donne un mois, 2 mois, voir ce que ça donne, full time. Assez vite, on a eu la chance de parler à des VC qui ont bien aimé l'idée. Et là, à partir du moment où tu parles à des VC, à des investisseurs, tu te dis, bon, ça peut être mon métier en fait. Et c'est un peu comme ça que c'est parti. Donc, c'est parti vraiment un projet de cours d'un domaine qui nous passionnait, qui a commencé à nous passionner via le monde académique. Et on s'est dit, bon, on se donne notre chance. Et en parallèle, moi, au moment où on réfléchissait sur Angle, je postulais dans des boîtes crypto. Je reçois forcément beaucoup de réponses parce que j'avais aucun référal. J'avais aucune expérience en Solidity, ni rien, codé aucun projet, à part les projets de cours. Et personne ne voulait me prendre de chez soi, donc je me suis dit, vas-y. Et du coup, si je dis pas de bêtises, vous avez levé avec A16Z. Ouais. Je suis assez curieux parce que c'est quand même un des fonds les plus, on pourrait dire, prestigieux. Je sais pas si on peut vraiment parler de prestige pour un fonds, mais en tout cas, c'est un fonds que beaucoup de gens regardent parce que beaucoup de gens savent que quand ils mettent dans quelque chose, c'est qu'ils pensent qu'il y a de l'avenir dedans. Et du coup, je suis assez curieux de savoir comment ça se passe de lever avec eux. Après, nous, on a notre expérience à nous. Je pense que c'est pas la même expérience que celle que tout le monde a. Nous, notre expérience avec A16Z, on avait écrit un papier pour résumer ce qu'on voulait faire avec le protocole. Et le papier, on connaissait personne dans l'industrie, on l'a envoyé à droite à gauche pour essayer de collecter des retours. Et donc on l'a envoyé à Andreessen, parce qu'Andreessen, ils étaient venus faire un amphi quand on était à Stanford. Moi, je savais même pas à l'époque que c'était un énorme fonds d'investissement, c'était juste des gens qui étaient venus nous faire un amphi. Et donc on l'a envoyé le papier, on a eu un call avec eux, ils nous ont expliqué un peu comment ils travaillaient avec les startups, quel type de chèque ils mettaient. Et après, ils ont essayé de continuer à suivre notre avancée. C'est-à-dire qu'on leur envoyait genre, on avait fait une simulation, on leur envoyait nos contrats. Et en fait, je sais pas, on a dû avoir, avant de signer la term sheet, on a dû avoir 6-7 calls. Et à chaque call, en fait, on avait bien progressé quand même pendant cette période-là. Et quand un investisseur qui investit en seed, ou même en pré-seed, c'est-à-dire que nous, on n'avait rien, on n'avait même pas d'entité légale, tu juges surtout l'équipe dans laquelle tu investis, et ta meilleure façon de juger l'équipe dans laquelle tu investis, c'est de regarder comment l'équipe progresse sur le temps auquel tu lui parles. Et donc nous, pendant 1 mois et demi, on a pas mal itéré, on a bien avancé, et je pense que c'est ça qui, à un moment, ils se sont dit, bon, on va faire un pari sur eux. Après, nous, A16Z, on avait levé 5 millions dans ce tour, 5 millions de dollars dans cette levée de fonds qu'on avait faite. A16Z, ils nous avaient donné 3,5 millions. Eux, sur un fonds à 2 milliards, on est une toute petite ligne d'investissement. Donc on est un peu... je pense qu'ils ont vu l'avenir et ils dépensent pas leur argent de façon stupide. Mais nous, on se leurre pas non plus sur le fait qu'on est vraiment un pari à ce stade. C'est-à-dire, on met des pièces sur eux et si ça se trouve, c'est 1 fois 1000, on sera content. Sinon, c'est embêtant, mais c'est pas si grave que ça. Et donc, c'est plutôt facile d'avoir réussi à... Enfin, c'était plutôt facile. C'est beaucoup d'argent qu'on a levé, mais à leur échelle, c'est un tout petit montant. C'est une conjugaison de plein de choses en fait qui fait qu'on a réussi à lever. Aussi, c'était le top du bull market crypto, où tout n'arrêtait pas de s'envoler, toutes les valorisations n'arrêtaient pas de s'envoler. Et donc, les gens étaient beaucoup plus prompts à faire des chèques à des petites teams qui n'avaient pas forcément de track record. Tu nous remets dans les mêmes conditions dans lesquelles on était il y a 2 ans, tu nous remets dans les mêmes conditions maintenant, enfin, les mêmes conditions d'investissement maintenant, on ne lève pas 5 millions, je pense qu'on galère à lever 1 million.
à l'état auquel on était à l'époque. Comment il marche le protocole Angle? Qu'est-ce que c'est votre constat initial? Euh, Comment est-ce que vous l'avez conçu au départ? Alors, là, le protocole Angle, on pourrait y revenir après, mais il est en pleine refonte. Il y a plein de briques qui changent. Mais donc, le constat initial de lancement du protocole, c'était que, bon, déjà, il n'y avait pas de gros stablecoin euro. Et que c'était dommage que la DeFi ne donne pas les outils à tout le monde enfin, il n'y ait pas les outils pour que tout le monde en profite sans qu'il y ait un risque de change. C'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les plus gros stablecoins décentralisés, type Maker, qui fait donc un stablecoin qui s'appelle le DAI, c'était des stablecoins dans lesquels on trouvait qu'il y avait des inefficacités. C'était des protocoles qui avaient été construits en 2000, première version c'est en 2015, la nouvelle version c'était en 2019. Il y avait eu un peu d'avancée pendant tout ce temps, mais on pensait qu'on était capable d'améliorer la façon dont ces protocoles étaient construits, c'est-à-dire faire des stablecoins qui sont plus stables, en ayant besoin de moins de capital pour être capable de faire ces stablecoins. Donc nous, c'est un système comme ça qu'on a essayé de construire avec Angle. Si tu veux, je peux rentrer dans la technique de comment ça marche, mais on a voulu essayer de faire un protocole qui soit surcollatéralisé, c'est-à-dire qu'il y ait toujours plus d'actifs en réserve dans le protocole que de stablecoins en circulation, mais pour autant que ça soit possible d'obtenir du stablecoin, genre que pour avoir 1 euro de stablecoin, il faille 1 euro de collatéral de crypto actifs. Donc c'est ça qu'on a essayé de construire, et c'est comme ça qu'on a construit le protocole. À chaque fois, on avait des idées, on se disait, bon, ok, est-ce que c'est surcollatéralisé? Oui, non. Est-ce que c'est efficace en capital? Oui, non. Et bien sûr, est-ce qu'après, ça peut résister à un marché volatile? Est-ce que le stablecoin, il peut tenir sur la durée? Donc c'est comme ça qu'on a construit le mécanisme. Un détail sur les protocoles de stablecoin décentralisés, c'est qu'en fait, bon, il y a plein de types de stablecoins différents. Tu as des stablecoins qui sont centralisés, c'est-à-dire qu'ils vont prendre 1 euro dans ton compte en banque et te donner un stablecoin euro. Donc ça, c'est comme ça que Circle marche. Un stablecoin décentralisé comme Angle est, comme Maker est, bon, il y a Frax, il y a des Jarvis en France, hein, enfin pas une team française aussi, c'est un autre stablecoin décentralisé en euros. Euh, c'est un mécanisme, ça doit être un ensemble de smart contracts, de contrats intelligents, dont la mission c'est de prendre des crypto-monnaies qui sont volatiles, donc dont le prix varie, pour faire quelque chose de stable en output. Il y a plein de façons de faire ces stablecoins décentralisés. Nous, avec Angle, on en a inventé une nouvelle. Mais un truc important, c'est que généralement, ces protocoles de stablecoin décentralisés, ils n'ont pas qu'une seule manière de faire le stablecoin. Angle, on s'est lancé, on a levé des fonds sur une manière de faire le stablecoin. Mais en fait, cette manière, elle touche à un contrat qui est le contrat l'AG euro, qui est le stablecoin euro de Angle. Mais il y a d'autres façons qui permettent de créer cet AG euro. Et en fait, nous, c'est un ensemble de ce qu'on appelle différents modules qui permettent tous d'émettre de l'AG euro. Enfin, donc aujourd'hui, c'est comme ça que Angle marche. De modules qui sont interconnectés via l'AG euro qui permettent d'émettre le stablecoin de façon à ce qu'il soit stable, qu'il puisse grandir sans trop de friction et que des gens puissent facilement l'utiliser. Ok, alors on a vu il y a plusieurs designs de stablecoin. Comme tu dis, les stablecoins centralisés. Ensuite, dans les décentralisés, il y a celles qui sont surcollatéralisées, comme celles que vous faites. Il y a aussi les stablecoins algorithmiques. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai une fierté et un regret. C'est que l'année dernière, il y a à peu près un an, un peu plus, j'avais un meet-up Ethereum France où j'expliquais les différents mécanismes de stablecoin et je parlais des stablecoins algorithmiques. Et j'avais dit, bon, les stablecoins algorithmiques, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Euh, Mon regret, ça c'est ma fierté, c'est que j'ai annoncé avant le crash de donc, Luna, enfin l'UST qui était un stablecoin porté par Luna qui s'est crashé, qui a complètement perdu son objectif de 1 dollar, maintenant il va y avoir 0,0001 centime. Euh, Tout le monde savait que ça allait péter à un moment. Je l'avais annoncé, mais je ne l'avais pas dit très fort. Euh, J'avais eu une conférence avec des membres de la Luna Foundation au mois de mars 2022. Je regrette de ne pas avoir été un peu plus véhément. Je pense qu'à la fin, ça aurait aussi protégé du retail. Des gens qui mettaient leur argent là-dedans en disant c'est magique, je vais gagner 20% en investissant dans ce stablecoin, alors que c'était un Ponzi géant. Donc je peux expliquer pourquoi c'est un Ponzi, c'est que le,
l'UST, pour en émettre un, il fallait acheter $1 de Luna. Luna, c'est un jeton, donc c'est le jeton de gouvernance du protocole Terra. Bon, Luna, Terra, on reste dans le même champ lexical. Donc pour émettre un UST, il faut un Luna. Et quand tu veux brûler un UST, on te donne $1 de Luna. Et donc c'est un truc qui marche un peu par cercle vertueux, mais aussi par cercle vicieux. C'est-à-dire que si les gens ont confiance dans l'UST, ils vont acheter plein de Luna pour émettre de l'UST, ce qui fait que le prix de Luna va monter et que les gens vont avoir encore plus confiance dans l'UST. Mais maintenant, si les gens commencent à perdre confiance dans l'UST, ils vont vendre de l'UST pour récupérer du Luna, et contre ce Luna, ils n'ont plus confiance dans l'UST, donc ils n'ont plus confiance dans le Luna, ils vendent leur Luna, ce qui fait que la valeur en réserve derrière l'UST, elle chute complètement, et du coup, les gens, ils ont encore moins confiance dans l'UST, et ça, c'est des mécanismes, on peut penser que ça prend du temps, sur UST Luna, ça a pris un jour à faire le cycle de cascade, ou des gens qui perdent confiance, etc. Et donc en un jour, il y a 40 milliards de dollars de capitalisation boursière comme ça qui se sont évaporés. Il y a des... Bon, je suis pas forcément en accord avec tout le monde là-dessus. Moi, je vais donner parfois des cours à Polytechnique. Il y a un professeur, Julien Prat, avec qui je m'entends bien, et on a souvent ce débat-là. Je sais qu'il y a des gens qui défendent encore le fait que des stablecoins partiellement algorithmiques, donc c'est-à-dire que pour émettre un UST, il aurait fallu 10 centimes de Luna et 90 centimes d'autres stablecoins dollars. Ils défendent que ça puisse marcher. J'en doute un peu. Parce que je pense que dans ce milieu-là de design de stablecoin, il vaut mieux prendre énormément de précautions plutôt que de ne pas du tout en avoir. Vu qu'il y a rapidement beaucoup d'argent en jeu, tu peux pas te permettre de faire des expériences à 100 millions ou 40 milliards. Mais il me semble que c'était le cas de Frax au départ, non? Donc Frax, c'était partiellement c'était partiellement collatéralisé, sauf que ils veulent plus prendre de risques. Donc Frax, ça a marché. Enfin, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Ça marche toujours. Mais maintenant, je crois que leur taux de collatéralisation, il doit être à plus de 95%. Donc, ils vont tendre assez rapidement vers les 100%, Frax. Donc, ils retournent en fait vers le modèle de Maker. Ils ont le modèle de Maker et après, ils ont un autre modèle. Enfin, oui, en soi, c'est comme le modèle de Maker ont un peu raffiné. Donc, pour toi, si je comprends bien, c'est surtout le design de Maker et les améliorations qu'on peut faire par-dessus, mais il n'y aura peut-être pas d'autres 0 to 1 dans les stablecoins. Ce sera plutôt des optimisations pour que ce soit plus capital efficient et qu'il n'y ait pas tous les problèmes qu'on voit avec Maker et qu'il y a encore plus, mais dans une autre mesure sur l'equity, sur le fait qu'il faut beaucoup plus de collatéral pour minter peu de stablecoins, et donc c'est pas très efficace en termes d'utilisation du capital. Après, moi, j'ai le biais de... ça fait 2 ans qu'on fait ça à plein temps. J'ai peut-être des œillères à pas voir le fait qu'il y ait d'autres 0 to 1 qui puissent exister. Ça se trouve, ils sont là, c'est juste qu'on ne les voit pas et on n'a pas le recul pour se rendre compte que, en fait, on peut faire beaucoup plus efficace. Donc non, je trouve que tous les gros protocoles de stablecoin commencent à un peu converger. C'est un peu souvent la même chose avec des raffinements, comme tu disais. Des itérations successives. Maintenant, un stablecoin, tu le juges au mécanisme, mais tu le juges surtout, et ça, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à l'oublier, à la capacité, aux effets de réseau que tu as avec ce stablecoin. C'est super facile de créer un stablecoin. Là, moi, une fois que tu as un module et que tu as les contrats qui permettent de le faire, nous, les contrats angles, qui sont un peu la partie qui ressemble un peu à Maker, là, en 3 minutes, je te déploie un stablecoin. Si tu veux, et c'est pas compliqué. Parce qu'on a beaucoup travaillé avant pour être capable de faire ça, mais une fois que tu sais le faire, c'est pas compliqué de le répliquer à d'autres monnaies. Mais juste, moi, demain, je sais pas, je lance un stablecoin, franc suisse. Personne ne l'utilisera si d'autres personnes ne viennent l'utiliser. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Quand tu lances un standard, si je suis le seul à utiliser mon standard, alors que si je suis le seul à avancer au feu rouge alors que tout le monde avance au feu vert, j'ai l'air un peu con. Il faut réussir à faire en sorte que l'équilibre de Nash il se construise autour de ton stablecoin et pas autour d'autres stablecoins. Et ça, c'est la partie qui est vraiment difficile. Ouais, j'ai l'impression que c'est le cas plus généralement dans la crypto, c'est vraiment l'effet de réseau qui compte plus que la tech en soi, parce que la tech en soi, elle avance même au niveau de l'infrastructure, on le voit, mais au final,
c'est comme dans tout système monétaire, en fait, ce qui a de la valeur, c'est d'avoir un standard qui est utilisé par beaucoup de gens. Donc j'imagine qu'ensuite, la plus grande difficulté, c'est de réussir à imposer ce standard, Ouais. et peut-être même en créant des incitations à utiliser ce standard. Alors, il y a plein de façons de créer des incitations à utiliser le standard. Les stablecoins décentralisés, généralement, l'instrument de décentralisation, c'est le token du protocole qui permet de gouverner ce qui se fait dans le protocole. Le protocole Angle, il est gouverné par un token qui, c'est simple, s'appelle l'Angle. Euh, le protocole, il se décentralise parce que des angles sont émis chaque semaine, ils sont donnés à des détenteurs d'AG qui fournissent de la liquidité, qui font certaines actions bien précises. Ça, c'est un mécanisme d'incitation financière. Parce qu'en faisant des actions avec mes AG euros, je récupère de l'angle qui a de la valeur parce que le protocole génère des frais. Ou parce que le protocole, si c'est lui qui gère tout l'AG euro, il a un certain pouvoir. Et donc, ça a de la valeur de contrôler le pouvoir de vote du protocole. Donc, ça, c'est un des mécanismes d'incitation. Mais globalement, tu réfléchis en use case des stablecoins, pour moi, il y a deux use cases principaux, enfin à ce stade. T'as un stablecoin aujourd'hui, ça sert à quoi? Tu as un use case de paiement et un use case de yield. Use case de paiement, le stablecoin, c'est sans doute l'instrument le plus efficace pour envoyer de l'argent à travers les frontières. Tu n'as aucun frais, bon, tu as juste les frais de gaz de la blockchain sur laquelle tu es, mais si tu es sur Polygon, ça te coûte 0,01 centime d'envoyer de 1 euro à 100 000 milliards d'euros partout dans le monde. Donc ça, c'est un des use cases. C'est un plus dur de servir ce use case quand tu as un stablecoin décentralisé à cause du fait que il faille plus de 1 en collatéral pour émettre le stablecoin. Alors que si mon stablecoin, c'est comme Circle, j'ai 1 euro que je donne à Circle, j'obtiens 1 euro C, je perds pas trop de frais, il n'y a pas trop de friction en route pour convertir en argent fiat, avoir mon stablecoin et le reconvertir de l'autre côté en argent fiat. Ça, moi, je pense. Aujourd'hui, l'AG euro, il y a des gens qui l'utilisent comme moyen de paiement. C'est possible de payer, par exemple, des billets de conférence en AG euro, parce qu'on reste le stablecoin euro le plus liquide et le plus utilisé. Mais long terme, je pense pas que ça soit là où on fasse la différence avec Angle. L'autre use case, en plus du use case de paiement, c'est le use case de yield. C'est-à-dire que un stablecoin, si tu veux qu'il soit utilisé, et ce qui peut faire que demain les stablecoins rencontrent une adoption massive, c'est si tu es capable de te faire un revenu, d'obtenir un revenu. Je ne te parle pas d'un revenu à 20%, mais déjà un revenu type le risk-free, l'intérêt sans risque du marché. Donc, ce taux, il est dicté par un taux qu'on appelle l'Ester. Si demain, tu es capable, sur tes stablecoins euros, de toucher l'Ester, là, tu as de la valeur. T'as de la valeur et c'est possible de faire en sorte que plein de gens rentrent sur le stablecoin. Et comment tu t'arrives en tant que protocole de stablecoin décentralisé à permettre aux gens de toucher ce revenu sur ton stablecoin? C'est que ce que j'expliquais avant, un protocole de stablecoin décentralisé, c'est tout un ensemble de modules qui vont chacun générer des frais. Et si une partie de ces frais sont distribués aux détenteurs du stablecoin, et si les gens qui utilisent le protocole ne l'utilisent pas uniquement pour les stablecoins, tu peux t'en sortir en net positif. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai de l'Ether. Je souhaite acheter plus d'Ether et je pense que le prix de l'Ether va monter par rapport à l'euro. Je peux prêter de l'Ether à Angle, emprunter de l'AG euro et convertir cet AG euro en plus d'Ether. Mais sauf qu'en faisant ça, je vais payer un taux d'emprunt au protocole Angle. Et ce taux d'emprunt, après, je peux le payer, je peux le donner à d'autres détenteurs d'AG euro qui, eux, vont être capables de toucher le revenu. Et ça, c'est quelque chose que tu es capable de faire en tant que protocole de stablecoin décentralisé, mais que tu ne peux pas faire quand tu es un protocole de stablecoin centralisé parce que tu peux le faire, mais ça te coûte plus cher. Et parce que le protocole des stablecoins décentralisé, tu peux construire nativement de l'utilité sur ton stablecoin directement au niveau du protocole. Et ça c'est ça qui a de la valeur pour les stablecoins décentralisés. Je suis peut-être allé un peu loin, mais ravi de préciser tout ça. En tout cas. Non, c'est intéressant. Du coup, actuellement, le use case principal que les gens utilisent, enfin la raison principale pour laquelle les gens utilisent Angle, en vrai entre nous, est-ce que c'est pas surtout le leverage plus que les paiements et du coup, le leverage, comme tu dis, c'est-à-dire déposer du collatéral, récupérer des angles et ensuite racheter par exemple de l'Ether si tu veux leverage l'Ether. Donc ça, c'est historiquement le premier use case de Maker avec le DAI. L'equity, c'est 95% ça, je dirais. Angle, c'est un peu différent. Tu as des gens qui sont contents de trader du Forex.
Donc du forex, c'est du dollar contre de l'euro. Et y a pas mal de frais de transactions pour des gens qui convertissent dollar-euro, qui vont prendre des paris directionnels, etc. Et l'essentiel de l'utilisation de Angle aujourd'hui, c'est des gens qui vont du dollar à l'euro, qui vont prendre des petits paris, puis après qui revont de l'euro au dollar. Et il y a des gens qui fournissent de la liquidité là-dedans et qui prennent un petit revenu en fournissant de la liquidité. Oui, parce que si je dis pas de bêtises, vu que vous garantissez que chaque AG heure vaut 1 euro, euh, vu que c'est collatéralisé principalement par des USDC, si je dis pas de bêtises, ou des stablecoins dollars, Ouais. et pour garantir cette stabilité, vous devez de l'autre côté avoir des gens qui prennent des longues dollars. Exactement. Alors ça, c'est la partie du protocole qui va changer Ok. complètement. Alors, pour quelle raison ça change C'est qu'il y a eu une combinaison de choses pas très marrantes qui sont arrivées au protocole. La première chose qui s'est passée, c'est le DPEG USDC. Donc l'USDC, le protocole, il considérait qu'il valait un USDC, donc pas un dollar, mais un USDC. Mais sauf que le protocole il était construit pas pour résister à des grandes volatilités de l'USDC. Donc le protocole il est capable largement d'absorber plus ou moins 10% sur un mois d'USDC, mais il n'était pas capable d'absorber plus ou moins 10% sur une nuit. Et le protocole s'est pas mal fait arbitrer parce que ce DPEG USDC, ça arrivait à un moment où il n'y avait pas assez de gens qui avaient pris du long dollar short euro. Donc le protocole n'était pas bien assuré. Et il s'est fait un peu arbitrer, donc il y a eu 640 000 $ de pertes à peu près pour le protocole le week-end du DPEG USDC, ce qui n'était pas grave à l'échelle du protocole parce que le surplus total qu'il y avait c'était un peu plus de 8 millions. Donc ça c'est la première chose. Là on savait qu'on devait changer le modèle, on savait de toute façon que c'était un cas de risque, mais ça arrivait beaucoup plus tôt et de façon très soudaine et imprévue. Donc là on s'est dit de toute façon on va précipiter nos travaux pour améliorer le système du protocole. Et donc ça arrivé un week-end. Le lundi, on arrive tout content en se disant bon ok, là maintenant on va réfléchir à une nouvelle façon. On avait déjà plein d'idées en tête. Et sauf que le lundi, le protocole, une partie des réserves de Angle était investie dans d'autres protocoles de façon très transparente. Hein. C'est des choses qui avaient été votées par la gouvernance sur des contrats qui étaient vérifiés, vérifiables et des données visibles pour tout le monde. Et le protocole, il avait prêté 17,6 millions d'USDC à un protocole qui s'appelle Euler, qui est un protocole de prêt qui s'est fait hacker un lundi matin, juste après le DPEG USDC. Donc Angle a perdu 17,6 millions de dollars qui étaient sur Euler. Et donc là, c'est de l'argent qui était prêté, c'était l'argent du système que tu décrivais là. Donc le protocole, heureusement et malheureusement, il y a ce qu'on appelle des multisigs, des adresses qui ont des droits d'accès au protocole pour changer certains paramètres. Donc moi, je suis signataire d'une des multisigs qu'on appelle le Guardian. Donc dès qu'on a vu ça, tout le protocole a été posé, il a été mis en état de liquidation. Parce que tu perds 17,6 millions, tu peux assez vite te retrouver en état de bank run où c'est premier arrivé, premier servi. C'était combien votre TVL à ce moment-là? En fait, avant le DPEG USDC, c'était 60 millions. Après le DPEG USDC, c'était 40 millions. Il y a 20 millions de TVL qui sont partis ce week-end-là parce que c'est des gens qui arbitraient la G-Euro, qui arbitraient un peu le protocole. En gros, c'est des gens. Le protocole, ils vendaient des USDC à 0,9 centimes. Il y a plein de gens qui étaient trop contents d'acheter des USDC à 0,9 centimes. Et pour le fait d'acheter, ça faisait que le protocole perdait de la TVL. Enfin, bref, donc 40 millions et 17,6 millions qui se retrouvaient sur Euler. Donc là, d'un coup, vous êtes dans une situation, donc je résume un peu pour ceux qui peut-être ne sont pas très familiers avec tous ces concepts. Donc, on a un protocole qui est un ensemble de smart contracts sur lesquels on peut déposer des crypto-monnaies qui sont très variables, dont la valeur est très variable, pour pouvoir récupérer des AG euros, principalement aujourd'hui, qui, eux, sont fixés, sont ancrés sur 1 euro. Et là, d'un coup, il y a une partie de tout ce collatéral, c'est-à-dire tous les Ethers, les USDC ou les Ethers, surtout les USDC. Ouais, les USDC, que les gens déposent pour pouvoir récupérer des AG euros qui valent 1 euro, qui, pour que ce soit plus capital efficient, j'imagine, qui étaient investis sur Euler. Donc c'est pour récupérer le rendement de l'air, j'imagine que vous faites ça pour... Le rendement de l'air, et après, le rendement de l'air était distribué en partie à d'autres gens qui surcollatéralisaient le protocole, qu'on appelait des Standard Liquidity Providers. Et c'était une façon de les payer, et de les payer d'une façon très avantageuse pour eux, parce que ces gens-là, ils recevaient le revenu que le protocole gagnait sur l'ensemble de ses réserves sur Euler.
Donc, par exemple, s'il y avait 150 sous gestion dans le protocole, dont 50 qui venaient de ces liquidity providers, bah, ces 50 liquidity providers, ils touchaient le revenu comme s'ils avaient apporté eux 150. Donc ils touchaient 3 fois ce qu'ils touchaient s'ils faisaient eux-mêmes la même stratégie. Donc c'était un produit qui marchait super bien. Bon, il se trouve que du coup, là, le protocole qui avait perdu 17,6 millions à ce moment-là, il se retrouvait avec un trou dans la balance de 10,6 millions, parce qu'il avait économisé du surplus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand vous voyez le hack? J'imagine que vous voyez sur Twitter, peut-être où vous avez des messages, ou alors vous avez des alertes. On l'a vu très vite, on l'a Ouais. vu genre 3 minutes après, heureusement parce qu'on a vu une alerte PegShield sur Twitter. Moi, je suis signer de la multisig, je connais le protocole par cœur. Donc directement, en fait, tu réfléchis pas. Tu sais qu'il faut poser le protocole parce que Sinon tout le monde retire, il y a le sinon tout le bank monde run. retourne. Il et- y en a qui sortent avec 1, d'autres qui ressortent avec 0. Ouais, et là, c'est définitivement mort, même pour, enfin, j'imagine, pour la réputation et pour les gens qui sortent trop tard. Et pour les gens qui sortent trop Ouais. tard. Donc, faut casser la séquentialité. Hmm. Tu poses tout. Et on a essayé de réduire au maximum, via ce qu'il était possible de faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les droits non plus sur le protocole. Mais essayer de réduire au maximum l'exposition du protocole, de mettre le protocole dans un état de liquidation. Après, nous, notre travail, Angle Labs contribue au protocole Angle, mais n'importe qui peut contribuer au protocole Angle. Angle Labs, nous, on a codé l'essentiel des contrats, donc on sait parfaitement comment ça marche. Et notre responsabilité, c'était de faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce qui manque dans le protocole, qu'il n'y ait aucune asymétrie d'information, parce que la G-Euro, lui, reste tradable sur le marché secondaire pendant cette période-là. Les jetons des liquidity providers, eux aussi, les gens peuvent les trader. Et on voulait absolument éviter que certains insiders aient des informations en plus qui leur permettent d'acheter trop sur le marché ou de vendre trop sur le marché. Et donc on a communiqué on a fait un Excel dynamique communiqué sur l'état du protocole vraiment très vite. Je crois qu'on l'a sorti 24 heures après le hack, alors que c'était un beau bordel. Le protocole est vraiment compliqué. Il y avait des trucs qui étaient bien sûr faits automatiquement, mais sur l'ensemble, parce qu'il y avait pas mal d'opérations qui étaient gérées via les multisigs du protocole, il a fallu consolider tout ça. Donc on a communiqué sur l'état du protocole. Et après, tu t'es fait voler de l'argent, via le protocole, il faut essayer de résoudre le hack. Donc on a collaboré avec les autorités. Moi, par exemple, j'ai interagi avec le FBI qui enquêtait. C'est un vol de BOC à 200 millions, c'est pas quand même quelque chose qui est pas anodin. Et nous, on était les plus grosses victimes à 17,6 millions. Donc on a fait ce qu'on pouvait pour collaborer. Et ensuite, c'est comme quand tu te prends un coup, t'es groggy un petit moment. Il y a eu 2-3 jours, on n'avait pas à réfléchir parce qu'il fallait communiquer, il fallait poser le protocole le plus vite possible. Mais après ça, tu commences à réfléchir. Tu dis, bon, c'est quoi la marche à suivre? Et là, il y avait un point qui était assez intéressant, qu'il fallait décider assez vite. C'est que le protocole, il lui manquait 10 millions au total, mais il avait assez pour rendre tous les détenteurs d'AG Euro. C'est-à-dire il avait assez de collatéral si seulement l'AG Euro avait un claim, si tu décidais que seulement l'AG Euro avait un claim dessus. Donc il a fallu voter la seniorité des claims sur le collatéral du protocole. D'accord, donc... C'est un waterfall en fait. Tu dis, il nous reste tant, d'abord l'argent va aller à eux, Ouais. puis après il va aller à eux, etc. C'est comme pendant une procédure de banqueroute ou de liquidation Voilà. d'une entreprise, on dit d'abord ça va aux investisseurs et tout. Ouais. Et là, du coup, ce que vous avez dû choisir, c'est est-ce que finalement l'argent du protocole, il va à ceux qui possèdent des euros, des AGR, pour que leurs AGR gardent le PEG de 1 euro, ou alors il va à ceux qui contribuent, qui donnent de la liquidité, parce Voilà. que dans tous les cas, vous auriez dû vous auriez dû faire un choix et il y a qu'un seul des deux qui aurait eu Alors, son argent, soit quoi. il y aurait pu avoir tout le monde qui prend un haircut, Ouais. le même, donc c'est pas d'ordre de priorité. Nous, on avait une préférence qui était celle qui était un peu le sens de la documentation qui avait été écrite pour le protocole, qui était celle des AGRO. Après, c'était pas notre choix. Nous, on a codé le protocole, on avait une idée en tête, mais on n'est pas les seuls stakeholders du système. On est des figures d'influence, mais on n'est pas des figures qui vont prendre des décisions pour tout le monde. Et donc, on a fait en sorte d'organiser les discussions, que ça se passe bien, que tout le monde puisse avoir son point de vue, d'essayer d'arriver à faire des synthèses entre les différents points. Donc, finalement, la seniorité de la GRO a été votée. Mais il se trouve que pendant cette période-là, il y a quand même eu des bonnes nouvelles. Et ce qui fait que je suis là aujourd'hui à parler d'Angle, c'est que Angle a toujours un avenir. Et le protocole, on a eu de la chance dans notre malchance.
Euh, Parce que le hacker a remboursé les fonds qui avaient été volés, enfin une grande partie. Et on a même eu énormément de chance parce que le hacker avait acheté c'était des USDC qui étaient volés, avait acheté des ethers qui ont gagné en valeur. Vous êtes retrouvé avec plus que, Voilà. ouais, que ce qui avait été hacké. Le protocole s'est retrouvé et donc, enfin, ça a mis une semaine, une fois que l'argent a été reçu, pour l'air de renvoyer les fonds aux adresses concernées. On estime s'être fait un peu avoir dans la distribution. On n'a pas du tout été content. Ça s'est fait de façon unilatérale, sans aucun vote. On a un peu gueulé, mais bon, c'était un peu trop tard. Au moins, l'air savent, ont su qu'on n'était vraiment pas content de comment ça s'est fait. Mais au moment où on reçoit les Ethers, et à la valeur actuelle de l'Ether, il manquait 100 000. C'est-à-dire que le protocole, il avait 17,6 millions, il s'était retrouvé avec 17,5 millions. Et du coup, bon, là c'est pour ça qu'on avait gueulé. Normalement, on était censé avoir 800 000 en plus. Mais sauf que les Ethers, il fallait les vendre parce que nous, on ne veut pas porter de risque de change et d'avoir des Ethers en actif et des euros en passif. Parce que si l'Ether chute, on a beaucoup plus de passifs que d'actifs. Tu te retrouves avec un trou dans la balance. Et donc, il a fallu faire voter les modalités avec lesquelles on convertissait ces Ethers en euros. Mais pendant le moment du vote, qui était un vote super court, qui s'est fait en 24 heures, normalement les temps de vote sur Ankh c'est 5 jours, mais là on est passé par une procédure accélérée. Pendant le temps du vote, l'Ether a gagné 10%. Et vraiment énormément de chance. Ouais. Tu regardes sur le mois d'avril, il y a 5 jours où l'Ether est élevé. Le protocole il a vendu en plein milieu de ces 5 jours-là. Et le profit final, c'est 1,6 million à peu près, par le protocole sur le hack. Donc il y a un moment où vous vous dites, ok, on a le multisig, il faut vendre à peu près 15 millions, j'imagine, d'Ether. Ouais, 15 millions. Comment on fait ça? 15 millions 700 000 à peu près. Du coup, nous on avait travaillé avant quand même sur les modalités, on savait qu'on allait finir par recevoir des Ethers. C'est ce qu'on a proposé à la gouvernance, on a fait via des market makers et ça a été fait off-chain ou en OTC via des market makers avec la multisig de gouvernance du protocole et sur un peu on-chain aussi. Et ça s'est fait vite. Une fois qu'il y a eu le feu vert de la gouvernance, la multisig elle a bougé super vite parce que c'était pas viable d'avoir une exposition comme ça sur de l'Ether. Et il y a eu beaucoup de chance sur le timing pour le protocole. Et donc pour revenir un peu sur le hacker, j'imagine qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations sur lui, mais j'imagine que ce qui s'est dit c'est ok, je vais avoir le FBI au cul pendant toute ma vie. Je vais pas passer ma vie tranquille, sauf si je rends. De toute façon, il ne va pas passer sa vie tranquille parce que le hacker, il a envoyé de l'argent à des adresses on sait que c'est des adresses de la Corée du Nord qui appartiennent à un groupe qui s'appelle Lazarus. Ah oui. Et donc ça, même s'il avait tout rendu, il sait que quand tu envoies de l'argent à la Corée du Nord, en gros, tu finances le terrorisme. Et le gars ou la femme qui a fait ça, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un derrière pour ça. Ce qui s'est passé, je pense, pour le hack, c'est que c'était pas un État, c'était pas quelqu'un de professionnel qui a fait le hack. Je pense que dans le monde, on doit être entre 5 et 10 000 à être capable d'avoir fait ce hack. C'est un peu, en parallèle, c'est un peu comme si tu te baladais dans la rue, tu passais devant ta banque, tu voyais le coffre de ta banque ouvert, tu rentrais chez toi, tu mettais une cagoule, et après t'allais voler l'argent. Mais le truc, c'est que comme t'as des caméras de surveillance qui t'ont filmé avant à marcher dans la rue avec la banque, t'es assez vite, tu sais qu'on va pouvoir remonter à toi à un moment ou à un autre. Et je pense que le hacker a compris ça. En gros, si t'es un hacker, faut que tu sois, non, je devrais pas donner des conseils comme ça, mais si t'es un hacker, faut que tu sois un hacker dès le début, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un VPN au moment où tu regardes le GitHub, au moment où tu es sur le Discord, au moment où tu regardes les contrats sur Etherscan, parce que si tu regardes les contrats et que tu les clones mais sans avoir un VPN, évidemment qu'on va remonter à toi. Et souvent les gens se ruent vers les données qui sont disponibles sur la blockchain au moment où il y a un hack, bien sûr qu'il faut le faire. Mais là où tu as le plus d'informations, c'est sur tous les cookies, tous les logs qui ont été laissés off-chain quand la personne a regardé les contrats, parce que tu peux pas hacker sans avoir vu les contrats. Et je pense que c'est un peu sur ça qu'a négocié Euler. Ils ont dû comprendre que c'était pas un État, c'était pas quelqu'un qui faisait ça de plein temps, c'était quelqu'un qui devait forker le protocole et se dire ah ouais mais il y a un bug là en fait. Et voilà. Je sais pas si on sait qui est la personne. J'ai aucune information là-dessus, mais je pense qu'il doit avoir genre 4-5 adresses IP dont ils savent qu'ils peuvent aller les toper à un moment ou à un autre. J'imagine qu'à la suite de ce hack, c'est ça qui vous a fait pas mal réfléchir sur
qu'est-ce que vous devez changer dans le Core V2 ou peut-être vous travaillez déjà dessus avant? Donc après le debug USDC, on savait, enfin on le savait déjà avant que le système pouvait être amélioré, c'est juste que ça l'a remis en priorité numéro 1 à l'ordre du jour. Le système, il avait des défauts. Il a toujours bien marché pendant 2 ans. Hein. Et même le debug USDC, en soi, le protocole, il a su résister au debug USDC, il l'a fait en perdant de l'argent. Mais nous, quand même, on a quand même des bonnes leçons apprises du hack. Et on s'est dit comment on tire profit de ces leçons pour construire vraiment le stablecoin, le protocole de stablecoin qui soit le plus résilient. La G-Euro, il a perdu sa parité avec l'euro pendant à peu près un mois. C'est pas normal pour un stablecoin. Et demain, tu veux construire la brique de base de la finance. Tu te dois d'avoir un système qui soit le plus scalable, le plus résilient, le plus robuste possible. Et donc là, nous, en ce moment, on est en train de réfléchir, on va bientôt publier un papier sur ça, à un nouveau design qui s'applique pour la Gero, mais qui s'applique pour n'importe quel autre type de stablecoin, qui permet de maintenir de la stabilité avec un risque minimum, avec une transparence accrue pour tous les parties prenantes du système de stablecoin, et avec des mécanismes qu'on appelle des circuit breakers, qui permettent de résister à des événements vraiment... on appelle Black Swan, quoi, type DPEG USDC, sans y laisser trop de plumes. C'est un peu l'essence du système qu'on est en train de construire. Aujourd'hui, on l'utilisera, je pense, pour Angle, mais ça peut s'appliquer après à n'importe quel type de stablecoin. N'importe des stablecoins PEG à n'importe quel type d'actif. On veut savoir comment ça marche alors. C'est quoi les différences? Donc, tu vois, le Maker, ils ont inventé ce qu'on appelle les Price Stability Modules. Price Stability Module, c'est tu mets un USDC, tu obtiens un DAI. Un DAI, tu obtiens un USDC sans aucun slippage. Ils ne regardent même pas la valeur de l'USDC par rapport au dollar. D'ailleurs, il me semble que ça a été arbitré ça pendant le... Ils sont fait arbitrer comme des porcs, mais heureusement pour eux, parce qu'après ils se retrouvent avec beaucoup plus d'USDC. Ils ont acheté des USDC à 0,9 centimes et du coup c'est remonté. Donc ils ont gagné énormément d'argent. Tant mieux pour eux. Énormément d'argent et énormément d'actifs sous gestion en faisant ça. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'un système qui puisse avoir différents stablecoins ou autres types d'actifs en réserve derrière la G-Euro. Et où ça ne soit pas possible qu'un type d'actif ne représente trop dans le backing. Il y a un problème qui est un problème d'arbitrage que tu as par exemple sur des pools Uniswap, mais que tu as aussi dans le système Maker, qui est que si tu as un actif qui commence à perdre sa valeur, à ne plus valoir grand-chose, mécaniquement, si tu es sur un mécanisme Uniswap ou si tu es sur le mécanisme de Maker, tu vas te retrouver avec 100% de cet actif en réserve. Par exemple, Maker, dans leur Price Stability Module, pour le DAI, ils ont de l'USDC, mais ils ont aussi du GUSD. Et le GUSD, lui, il n'avait pas perdu sa parité pendant le week-end du DPEG USDC. Donc le mouvement, c'était quoi? C'était, j'apporte un USDC qui vaut 0,9, j'obtiens un DAI, et mon DAI, je l'échange contre un GUSD qui vaut $1. Donc ils sont fait vider toutes leurs réserves en GUSD pour se faire remplir leurs réserves en USDC, sans avoir de moyen de bloquer les flux d'un stablecoin qui devient pourri vers un stablecoin qui reste de qualité. Et nous, notre mécanisme, il permet de bloquer ça de façon assez smooth. C'est-à-dire que s'il y a un stablecoin qui dépeg, tu as une garantie forte que ce stablecoin qui dépeg, il ne va pas représenter plus de tant de % de ton panier de stablecoin. Et après, il y a un mécanisme qui permet à tout le monde, à n'importe quel moment, de façon complètement autonome, de récupérer contre ses AGRO une partie du panier du protocole. Et en fait, ce qui est important, c'est que Angle, par exemple, pendant le hack ELR, la gestion, ça s'est fait via les multisigs qui ont dû poser le protocole, mais c'est des choses qui ne sont pas anticipables. Le fait que la multisig va poser le protocole au moment du hack. Maker, ils ont dû passer en dernière minute des modifications. En fait, c'est une gestion qui se fait à la main en cas de dépeg. Mais le truc, c'est que ce n'est pas prévisible pour les acteurs. Et un système autonome résilient, lui, il se doit d'être complètement prévisible parce que les gens seront capables d'anticiper les réactions du protocole en fonction de leurs actions. Et donc là, par exemple, avec le système qu'on est en train de construire, en cas de dépeg d'un des actifs en réserve, comme l'euro C, les gens seraient capables d'anticiper quelle sera la réaction du protocole, parce que tous les contrats auront prévu cette dynamique-là.
et de faire l'action optimale. Et nous, on a fait en sorte que l'action optimale en cas de dépeg de Rosset, ce soit une action qui recollateralise le protocole. Ce qui fait que le protocole, naturellement, serait capable de revenir à 100% de collatéralisation si un des actifs en réserve vient à perdre de la valeur. C'est la première fois que je l'explique comme ça, donc faut encore que je trouve les mots. Mais le but, c'est d'avoir quelque chose vraiment de très prévisible, où les gens soient capables d'anticiper, comme des agents économiques, quel va être le protocole, sans qu'il y ait de gouvernance qui soit impliquée, etc. Ok, donc si je comprends bien, quand tout va bien, on peut échanger l'AGR du coup avec le core module le nouveau contre d'autres stablecoins euros Ouais. centralisés j'imagine, la plupart, Ouais. pour peu de slippage de manière très simple et Mhm. avec peu de frais j'imagine. Mais quand il y a un problème et que l'une de ces stablecoins dépègue, là l'idée c'est de garantir que l'AG euro peut pas être backé par une grosse partie de ces stablecoins et Ouais. qu'on va peut-être s'en débarrasser ou faire en sorte d'être surcollatéralisé d'autres manières. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu pourras toujours... donc mettons que le taux de collatéralisation du protocole, ça soit 99%, parce qu'il y a un des stablecoins qui commence à perdre en valeur. Toi, si tu penses que l'autre stablecoin va perdre plus en valeur, le protocole, il est neutre. Lui, il ne sait pas si le stablecoin va remonter ou s'il va rebaisser. Toi, avec un AG euro, s'il y a 99% de taux de collatéralisation, tu pourras récupérer 98 centimes de collatéral. Et donc ça recollatéralise le protocole, mais toi, tu as voulu sortir, tu as voulu prendre ton risque. Dans ce cas-là, tu l'as fait, mais tu as pris une action qui a recollatéralisé le protocole comme il fallait. Et, euh, et donc ça c'est un truc qui sera live en permanence, et tout le monde sera capable d'anticiper la réaction du protocole Angle. Personne n'aura rien à faire, la gouvernance de Angle n'aura rien à faire dans ces situations-là. Et ça rend le truc super, super résilient, d'avoir ça tout hardcodé de base. Un peu comme Liquidity, tu vois. Liquidity, tout le mécanisme est hardcodé, tout le monde sait comment ça va se prévoir. Y a pas de, le système ne va pas être très changeant. Nous, là, cette partie-là du système, on a envie, c'est voté par la gouvernance, mais que ça soit pas changeant. Parce que maintenant, quand tu t'intègres avec la GRO, les règles, elles sont connues de tous en avance. Et donc les gens peuvent construire en ayant ça en tête. Ouais, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que dans les protocoles décentralisés, on a une sorte de spectre entre, d'un côté, on pourrait dire faire quelque chose de 100% décentralisé, totalement hardcodé, on va dire comme Liquidity, qui a été juste déployé. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui peut être changé dessus, puisqu'il n'y a pas de contrat proxy, il n'y a pas de multisig, etc. Ouais. Et d'un autre côté, faire plus le compromis de dire, ok, on ne sait pas encore c'est quoi le design parfait, donc on va avoir des multisigs pendant encore un temps. Et si je comprends bien, ce que vous essayez de faire, c'est que vous avez commencé pragmatiquement en vous disant, ok, on ne sait pas encore ce que c'est le design parfait. Puis maintenant, de plus en plus, vous vous dites, ok, on commence à voir dans l'espace de tous les designs possibles, de stable, qu'est-ce que c'est les designs les plus fiables et qui sont les plus résilients. Essayons de se rapprocher de ça temporairement pour que j'imagine un jour les multisigs disparaissent. Donc nous, c'est dans la roadmap à très court terme de faire disparaître déjà les multisigs indépendamment du système, pour que parce qu'aujourd'hui la plupart des choses ne peuvent pas se faire sans l'intervention de la multisig, et donc si tous les signataires de la multisig de gouvernance du protocole venaient à mourir, le protocole il serait figé. Et donc il faut que le protocole il puisse avancer sans sa multisig, et donc on va faire des mécanismes de vote qui se font on-chain, où les gens peuvent voter, passer les propositions sans avoir l'aval de personne. Un peu comme ce qui se fait sur Compound ou AV aujourd'hui. Et ça, c'est super important si tu veux avoir un protocole qui soit effectivement vraiment décentralisé. Nous, Angle, je considère qu'on est décentralisé aujourd'hui parce que en tant qu'équipe fondatrice, on n'a pas du tout la majorité du pouvoir de vote. Là, il y a un vote qui s'est passé il y a une semaine. On avait voté pour une option, moi j'avais voté en perso pour une option, on est plusieurs de l'équipe, toute l'équipe a voté pour cette option, mais c'est pas l'option majoritaire qui a été choisie. Donc sur le coup, ça nous a un peu embêté en se disant, on pense pas que ce soit ça le mieux pour le protocole, mais en fait, on est trop content parce que ça veut dire qu'on a réussi ce que les contrats qu'on a commencé à coder, c'est quelque chose qui commence à nous dépasser, qui pourrait, qui existe sans nous, indépendamment de notre volonté. Et ça, pour moi, c'est un super achievement. Ouais, mais du coup, est-ce que vous n'avez pas peur de trop rapidement aller dans la décentralisation, ce qui veut aussi dire l'ossification et peut-être perdre le contrôle? Parce que moi, l'impression que j'ai sur ça, c'est que quand on lance un projet, le mieux, c'est d'avoir quelque chose de très centralisé. Enfin, on dit centralisé. Dans la crypto, on parle beaucoup de décentralisation, mais
la décentralisation, c'est pas toujours la même chose, surtout lorsqu'on lance un projet ou un produit. La plupart du temps, c'est la vision de quelques personnes Ouais. qui doit primer tout simplement parce que euh, sinon, on finit toujours par égaliser et par finir par simplement avoir une opinion consensuelle puisque ça va être Non, je juste vois. le résultat d'un vote. Euh, Par exemple, Ethereum, au niveau vraiment protocole, la couche principale, etc., euh, ils vont de plus en plus lentement et on voit que du coup ça prend beaucoup de temps parce que le merge, ça faisait 6 ans qu'on en parlait et c'est logique pour eux parce qu'il y a tellement de projets qui ont construit par-dessus que ils peuvent pas se permettre d'aller très vite. C'est au final le destin d'une blockchain que de s'ossifier. Est-ce que vous n'avez pas peur de trop rapidement vous ossifier et de bah, perdre le contrôle d'une certaine manière sur le protocole et qu'au final, ils finissent par pas aller dans la direction que vous voulez parce que j'imagine que des hacks, il y en aura encore, des changements de corps module, il y en aura sans doute encore. On n'est qu'au tout début de cette industrie et, ce serait dommage de perdre le contrôle dessus. Non, c'est vrai. Mais je pense que c'est avant tout un travail de communication. C'est-à-dire que si le truc va pas dans la direction dans laquelle on veut, c'est qu'on a mal communiqué nos idées, mal communiqué notre vision. Et moi, je vois ça comme ça nous force à être super clair. Quand on a une idée dans une direction dans laquelle on veut aller, là, tu vois, moi, je pousse pour le Core V2. Mais ça, le Core V2, faudra qu'il y ait des votes avant d'être en mesure de l'implémenter. Et donc, c'est à nous de bien expliquer pourquoi on pense que c'est des choses qui sont raisonnées pour le protocole. Et là, typiquement, le vote en question où les détenteurs de VE Angle n'ont pas voté pour l'option qu'on privilégiait, leur option aussi, elle est censée. Mais donc oui, tu as raison, il y a toujours un juste milieu entre une espèce de dictature d'une équipe de cofondateurs et quelque chose de pleinement décentralisé qui est un capharnaüm géant où il n'y a aucune voix dirigeante. Moi, j'espère que je vais garder mon influence dans le protocole ANG, que ma voix sera toujours écoutée. Mais j'espère aussi qu'il y aura des contrepoids où si je commence un jour à péter un câble ou si je commence à dire des conneries, qu'il y aura des gens qui sauront me ramener sur terre. Donc c'est dur comme réponse, mais je pense qu'il faut réussir à garder un bon équilibre. Et pour revenir sur le protocole, tu vois, à la fin, un protocole, il peut être immutable, mais les services que tu fournis autour, eux, ils peuvent changer à côté, quoi. Mais moi, je pense qu'une bonne vision pour Angle, c'est d'avoir quelque chose qui change très peu. Ce que je te disais, un Core V2 complètement prévisible, où tu vas changer un paramètre, tu vas ajouter un nouveau cas latéral une fois de temps en temps, par-ci, par-là. Mais après, l'essentiel des services que tu as à fournir, c'est réussir à construire des effets de réseau, à intégrer le stablecoin. Et ça tu peux le faire de façon permissionless, n'importe qui peut le faire. Et moi, ça, c'est un truc, j'ai pas du tout envie que ça s'ossifie autour de Angle. Tous les efforts de développement qu'on fait, et ça n'a pas besoin d'être fait par une DAO, ça peut être fait par des entreprises privées, comme Angle Labs, quoi, qui est une entreprise qui fait une grande partie du business development autour de Angle. Il y a un point sur lequel on est passé assez vite, et je pense qu'il y a peut-être des gens que ça fait tiquer s'ils y réfléchissent, c'est que euh, Angle, c'est un stablecoin du coup euro qui est décentralisé, mais la plus grande partie de son collatéral, donc qui permet de minter des Angles et de les créer, c'est des USDC. USDC qui est du coup un stablecoin centralisé et qui est contrôlé par une entreprise. C'est-à-dire que demain, Circle, ils peuvent minter des USDC comme ils veulent. On sait qu'aujourd'hui, ils sont audités et donc ils ne le font pas directement parce que voilà, ils attendent de recevoir de l'argent en fiat sur des comptes bancaires avant de minter des USDC. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes dépendant d'une certaine manière de l'USDC? Il y a eu beaucoup de discussions sur ça autour de Maker, de DAI, parce que la plus grande partie du collatéral de DAI, c'est l'USDC. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit qu'en fait vous êtes juste un wrapper, comme on dit, c'est-à-dire vous êtes juste une sorte de nouvelle enveloppe à de l'USDC parce que c'est la majorité de votre collatéral et donc vous êtes décentralisé que dans la mesure où Circle va pas contre vous. Donc, bon, déjà sur l'USDC, là c'est en train de bouger en euro C. Bon, ça reste Circle, mais bientôt en d'autres stablecoins euro. Donc, l'AG euro, ça sera une infrastructure pour emprunter, un compte de l'Ether, etc. Mais une grande partie du réserve, ça sera un basket, un panier de plein d'euros diversifiés
où les règles qu'on construit dans le core module V2 ont fait en sorte que l'AG euro soit plus résilient que n'importe quel des actifs qui, eux, sont dans le panier. Donc, déjà ça, t'as beau être, oui, t'es un frappeur quand tu fais ça, hein, de plein de stablecoins décentralisés, mais tes règles et ta façon de gérer ton risque, c'est quelque chose qui a de la valeur. Après, moi je mets plusieurs niveaux de décentralisation. Tu as la décentralisation de la gestion du protocole et la décentralisation des actifs en réserve. Moi je considère à ce stade que la décentralisation des actifs en réserve, c'est quelque chose de bien, mais c'est pas quelque chose d'essentiel. Je pense que si tu veux avoir une finance décentralisée qui soit scalable, que des gens utilisent, pas que pour faire du leverage, aller farmer des shitcoins, tu peux aller farmer l'angle aussi, tu considères que c'est un shitcoin, c'est pas un shitcoin, aller faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est bien, mais c'est pas la vision que j'ai pour l'industrie. Moi, j'ai envie d'avoir une finance pas forcément décentralisée, mais une finance, une open finance, une finance ouverte, où les banques, leurs API, bon, en fait, leur API, ça pourrait être la blockchain, qui unifie tous les systèmes d'échange de valeurs de façon super transparente et composable, et que ça soit beaucoup plus facile de construire des implications financières et pas réservé à une minorité de gens qui ont tous les accès, qui payent les terminaux Bloomberg, etc. Moi, c'est ça ma vision. Et je pense que pour arriver à cette vision-là, de un, il faut de la régulation. Donc moi, je ne suis pas contre du tout MiCA, tout le régime pilote, etc. Je pense que c'est des bonnes choses si tu veux tendre dans cette direction d'une DeFi plus utilisée. Et il faut des gens qui soient capables de faire des passerelles entre la finance classique, telle qu'on la connaît, et la finance sur les blockchains. Donc on appelle DeFi, mais je pense on appellera bientôt Open Finance. Et ça implique d'avoir des entreprises centralisées. La question importante, c'est de faire en sorte de ne pas donner trop de pouvoir à une seule entreprise, donc de ne pas tous utiliser Circle, et de bien diversifier le risque entre toutes les entreprises, qu'il n'y en ait pas une qui soit trop puissante. Et c'est pour ça aussi que nous, on fait le pari de faire des paniers de stablecoin avec l'AG euro. C'est qu'on pense que c'est une façon pour nous d'inciter à diversifier le risque, à dire, un peu comme Lido utilise différents validateurs. Lido, pour le wrap, quand tu mets un Ether chez Lido, bon, c'est pas un seul code qui run tous les validateurs qui font que tes stakes vont rebase et accumuler du yield et que ça va valider des blocs. Pour moi, ça doit pas être un truc monopolistique, ça doit être un truc distribué entre plein d'entreprises, et c'est notre... En tout cas, moi, je considère que c'est la responsabilité de protocole de stablecoin décentralisé de faire ça. Donc c'est pas grave d'avoir des actifs centralisés en réserve. Ce qui compte, c'est juste de communiquer le risque de façon transparente et de savoir à quoi tu t'exposes quand tu les utilises. Donc peut-être que votre vision à long terme, c'est de se dire, si tu veux pas utiliser, lorsque la finance ouverte sera beaucoup plus grande, si tu veux pas utiliser un stablecoin euro centralisé parce que tu as peur du risque systémique enfin pas du risque systémique, mais du risque sur ce stablecoin, et utilise l'AG euro, c'est une sorte de panier, son mécanisme est assez ingénieux pour qu'il ne dépèguera pas tout seul, en tout cas c'est l'objectif, et du coup, c'est au final ramener un outil de stabilité en fait, même si, comme tu dis, les assets qui sont derrière, ils resteront centralisés, mais c'est pas forcément un problème, parce qu'en fait, si on veut connecter la DeFi avec le vrai monde, le vrai monde, la finance traditionnelle, c'est quand même centralisé. Et c'est une intuition que j'ai beaucoup eue récemment, c'est à chaque fois qu'on rentre finalement dans le purisme, c'est-à-dire faire un truc entièrement décentralisé, un peu comme l'equity par exemple, mais et qu'on essaie de faire quelque chose de totalement uniquement on-chain, on se rend souvent compte qu'en fait, on fait des mécanismes qui vont être cohérents, qui vont se tenir, mais qui vont être déconnectés du vrai monde, tout simplement parce que il faut bien un oracle à un moment ou à un autre, il faut bien ramener l'information du vrai monde à un moment. Si on fait que des choses entièrement décentralisées qui sont entièrement sur la blockchain, au final, quel impact ça a concrètement? Qu'est-ce que ça a donné concrètement? C'est une question qu'on peut se poser. Le DeFi Summer, en grande partie, c'est-à-dire le liquidity mining, j'imagine que c'est pas du coup ta vision de la direction dans laquelle devrait aller la DeFi. Qu'est-ce qui explique pour toi que la crypto, qui était à la base un domaine avec quand même des anarchistes qui voulaient créer un système qui soit une alternative au système bancaire, qu'est-ce qui explique pour toi que aussi rapidement, avec le DeFi Summer, ces dernières années, ce soit devenu une sorte de casino en fait?
dont l'utilité sociale, enfin moi je me rends compte, j'ai du mal souvent à expliquer aux gens de l'extérieur, je peux leur expliquer les idées de la crypto, et souvent c'est des idées qui sont très belles parce que c'est pour donner plus de pouvoir à l'individu, ou alors comme tu dis, c'est pour avoir une API, donc une manière d'interagir, pour ceux qui ne sont pas forcément dans l'informatique, une manière d'interagir qui est plus simple, qui est plus claire entre tous les systèmes financiers, plutôt que les infras en COBOL des mainframes des banques qui ont été écrites dans les années 70-80. Mais je me rends compte voilà, que c'est un peu dur pour moi d'expliquer à quoi ça sert la crypto, parce que concrètement aujourd'hui le volume, c'est surtout uniquement de la spéculation. Et je ne dis pas forcément spéculation comme si c'était forcément quelque chose de mal, mais en tout cas sur quelque chose qui est assez fictif quand on regarde l'économie réelle. Et je pense que du coup, une grande partie du travail qu'on va avoir ces prochaines années, c'est les phases par lesquelles va passer la crypto, c'est les phases de maturation en fait, où on va voir, ok, maintenant on a ce proof of concept, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire avec? Et du coup, je suis curieux, déjà, pourquoi est-ce que tu penses que... pourquoi est-ce que pour toi c'est devenu un énorme Ponzi aussi vite? Enfin, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est devenu aussi fictif? Je pense pas que ce soit un Ponzi, hein. Mais en fait, la crypto, tout le monde a toujours vu ça sur le biais du trading. Et donc en 2020, c'est le biais du trading qui a été répliqué à la finance décentralisée. C'était peut-être la première fois que des gens utilisaient de la blockchain pour autre chose que pour parier sur des coins qui allaient prendre en valeur ou qui allaient baisser en valeur. Donc c'était un peu la continuation logique des choses. Je ne saurais pas dire pourquoi les cryptos, c'était quelque chose qui a été assez vite très spéculatif. C'est peut-être qu'il y a eu très vite des premiers échanges qui sont faits sans trop de règles, qui a permis à beaucoup de retail de rentrer et à beaucoup d'argent d'arriver. Mais ça, je ne sais pas l'expliquer. Je le prends pour acquis, en fait. Quelque chose qui s'est fait historiquement, peut-être en 2010-2011. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je pense aussi que la crypto, c'est une industrie c'est quelque chose de très nouveau, mais qui a beaucoup de mémoire. Généralement, c'est premier arrivé, premier servi, tu vois. Enfin, typiquement, le Bitcoin, c'était la première crypto-monnaie à être créée. C'est toujours la première crypto-monnaie en market cap aujourd'hui. L'USDT, c'est pas forcément le meilleur stablecoin dollar, mais pourtant, c'est le stablecoin dollar le plus utilisé aujourd'hui. Le trading, c'est une habitude qui est restée chez tous les gens qui sont dans l'industrie. C'est ce qui reste en grande partie aujourd'hui. Et ça prend beaucoup de temps, je trouve. Après, peut-être moins relativement à d'autres industries, mais ça prend beaucoup de temps dans le monde des crypto-monnaies de faire évoluer les habitudes, etc. Donc, quand tu as des applications financières qui commencent à se créer, celles qui prennent le plus, c'est celles liées à Uniswap qui te permettent de trader. C'est comme on avait Maker qui te permettent de prendre du levier sur des actifs. Ça reste toujours dans ce prisme-là. Et après, ça manquait un peu toujours de réglementation qui permettent de construire des produits vraiment intéressants. L'autre truc aussi, c'est que le DeFi Summer, c'est arrivé dans un contexte où les taux d'intérêt étaient négatifs. Et où donc on se posait même pas la question de la concurrence par rapport à la finance classique. Là aujourd'hui, les taux d'intérêt sur AV ils sont plus faibles que les taux que paye la Banque centrale américaine ou même la Banque centrale européenne à très court terme, quoi. Ou les États quand ils empruntent de l'euro ou du dollar. Et donc là aujourd'hui se pose vraiment la question de ça sert à quoi d'aller farmer des tokens, d'aller prendre du levier si demain l'Ether va chuter de 50%. Et on commence à se recentrer un peu plus en bear market vers comment on donne de la valeur à tout ça et on recrée des cycles d'inflation. Moi, je suis pas du tout un trader. Je suis vraiment nul en trading. Tu sais, au début de l'année, on faisait chez Angle quelles étaient Angle Labs nos forces, nos faiblesses. On s'est dit, une des faiblesses, c'est vraiment qu'on est nul en trading. On a eu de la chance sur la fois où on a dû dumper 15 millions de dollars d'Ether avec le protocole. Mais c'est un peu... moi, ça m'intéresse pas le trading. C'est pas pour ça que je suis là, c'est pas pour ça que je suis rentré. Même s'il y en a plein qui sont là parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et se disent ça se trouve, je vais continuer à me faire de l'argent sur ça. Un peu des idéalistes du Bitcoin. Mais moi, je suis pas du tout contre eux. Hein. Je respecte vachement cette vision
je ne les appellerais pas forcément anarchistes, mais plus des libertariens. Des gars qui veulent un État qui soit minuscule, qui ne veulent pas de place des banques dans la monnaie. Moi, je dirais que je suis peut-être un peu plus... je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, mais peut-être un peu plus pragmatique. Et de me dire, bon, ouais, votre vision, évidemment qu'elle est mieux, mais on n'arrivera pas à faire la transition si on reste campé sur nos positions, à vouloir faire des systèmes qui sont purs, parfaitement décentralisés, sans oracle. On n'arrivera pas à faire en sorte que tout le monde interagisse avec les monnaies. Mais c'est un point, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Des gens pensent que ça ne sert à rien de passer à la finance sur les blockchains. Peut-être. Bon, dans ce cas-là, je ferai un autre métier et je vais faire autre chose. Moi, ça reste ma vision. Donc, tout ce pourquoi je pousse, c'est ce qui s'inscrit dans cette vision. Et dans cette optique, c'est quoi les protocoles actuellement que tu regardes et qui t'intriguent? Moi, c'est tous les protocoles de tokenisation de produits financiers, les protocoles de tokenisation de securities. Il y en a pas mal qui se lancent. Un truc qui s'appelle Bakkt, qui tokenise des ETF BlackRock, donc des fonds d'investissement BlackRock qui investissent dans des bons du trésor. Ondo, qui fait un peu pareil. Ils ont tous des légères différences. Swarm, c'est des Allemands. Il y en a plein. M0, c'est tous ces trucs-là qui essaient d'apporter de la finance traditionnelle en finance décentralisée. Le problème, c'est que légalement, ils ne savent pas trop quelle est la meilleure façon de s'y prendre. Là, il y a un peu de clarté qui est apportée par Mika, mais on n'a pas de jurisprudence sur telle personne s'est pris un arrêt parce qu'on a estimé que ce n'était pas le bon setup qu'elle avait utilisé. Moi, c'est ces protocoles-là qui m'intéressent et c'est ces protocoles-là que j'aimerais bien intégrer avec eux. Comme tu dis, les taux sur AV actuellement, ils sont inférieurs au taux d'intérêt directeur, enfin au taux que proposent les banques centrales, au taux des obligations, quoi. J'imagine que c'est ça qui pousse des protocoles comme Ondo justement à ramener les obligations sur la blockchain. Est-ce que vous réfléchissez à cette idée d'avoir une stable qui pourrait suivre, en étant backée par des obligations, qui pourrait suivre l'inflation, enfin c'est pas exactement l'inflation parce que c'est pas le CPI, mais qui pourrait suivre en gros l'augmentation de la masse monétaire? Complètement. Nous, c'est un peu frustrant parce que ça fait depuis le mois de juillet dernier qu'on construit pour s'intégrer avec les Bakkt, etc. On n'a encore rien lancé. Il y a des trucs qu'on n'a pas fait pour des raisons légales, mais on a vraiment développé des protocoles entiers qui te permettent d'investir dans des bons du trésor avec tes AG euros. On a écrit des papiers de recherche, vraiment on a fait des trucs de ouf, mais qu'on n'a pas publié. Je ne sais pas si on va les publier à un moment. On a des visions. Là, notre core module V2, dans le code, on construit pour que ça marche avec des stablecoins en réserve, mais on construit aussi pour que ça marche avec des bonds euros. Ouais, quand on voit actuellement les taux d'intérêt qui remontent, la première chose qu'on se dit, c'est pourquoi est-ce que j'aurais des AGR ou du dollar quand je peux avoir un livret A. Exactement, quand je peux avoir un livret A. Le livret A, c'est capé, il me semble. Mais, 2%, je crois. Ouais, et en plus, on peut en mettre que... 20 000 euros. Ouais. Mais pourquoi est-ce que j'achèterais pas des obligations? C'est ça qu'on veut, c'est une stable qui est indexée sur l'inflation, ou au moins indexée sur... Vous avez réfléchi, j'imagine, à des designs de stables indexés sur l'inflation? Pour moi, les stables indexés sur l'inflation, ça marche pas. Si tu essaies de suivre l'inflation... en gros, ton stable, la meilleure façon de faire un stable, c'est de faire via un mécanisme de collateralized deposition, donc comme Maker, tu mets de l'Ether, tu empruntes ton stablecoin. Mais si emprunter, en gros, c'est shorter. C'est-à-dire que tu vends à découvert et tu penses que la chose que tu empruntes va baisser en valeur. Et pourquoi j'emprunterais quelque chose qui est plus fort que l'euro alors que je peux emprunter un AGO? Ça fait pas forcément de sens. Mais nous notre but, c'est... Là, tout ce que tu dis, on veut un stable indexé sur l'inflation. Nous, c'est ce qu'on essaie de construire via l'AG euro. C'est-à-dire que tu as un contrat de savings AG euro qui te donne le risk-free yield du marché AG euro. Et là, nous, tout le système qu'on est en train de construire en ce moment, il est construit pour se plugger avec cette infrastructure qui te donne le yield euro. La question, c'est qu'il faut que tu réussisses à aller chercher le yield de façon non Ponzi, donc pas là encore Luna, etc., donc pas de façon algorithmique. Il faut réussir à faire ça de façon scalable, tout en étant compliant, ou en ayant une voie vers la compliance. Et ça c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment pas un problème technique de réussir à aller chercher du yield, d'avoir des bonds qui backent ton euro
et de distribuer le yield des bonds aux détenteurs d'AG Euro. C'est juste, il faut réussir à avoir la bonne infrastructure pour faire ça. Maker, tu vois, eux, ils investissent dans des obligations avec l'argent qu'ils ont dans leur Price Stability Module. Tu vois, ils ont 3 milliards d'USDC. Là, ils ont investi à peu près, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais au moins 500 millions dans des bons du Trésor américain. Ça leur coûte des millions de dollars en frais d'avocat. Ils créent des fondations dans à peu près tous les pays du monde pour être en mesure de faire ça. À la fin, ils gagnent de l'argent, mais ils ont une taille, parce qu'ils ont la taille qui leur permet de faire ça. Tu vois, tu places 500 millions à 4%, bon, ça va vite, quoi. Tu as 20 millions à la fin de l'année, tu peux te permettre de payer 4 millions en frais d'avocat, etc. Et t'es mieux avec 16 millions qu'avec 0, et ça dort sur un smart contract. Et donc, nous, notre but, c'est de... Et vraiment, ça fait vraiment longtemps qu'on réfléchit à ça, c'est de trouver des façons un peu plus intelligentes, sans avoir la taille de Maker, d'être en mesure de faire ça. Je sais pas si tu vois, Ondo Finance, ils ont un lending market qui s'appelle Flux Finance. Je connais Et bien. du coup, le FUSDC, enfin c'est leur set token parce que c'est un fork de compound, c'est déjà d'une certaine manière on va dire une stable, qui du coup est pas stable, mais qui va gagner en fonction des bons du trésor, Ouais. du taux risk-free. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser ça pour, euh, pour collatéraliser un stable par ce genre d'actif et qu'au final, on a un stablecoin qui soit à la fois décentralisé, mais à la fois qui prenne ce rendement? Nous, c'est notre but. Faut faire ça? Ah bah, t'inquiète, on va le faire. Hein. Enfin, on va le faire. On a tout le code qui est prêt. On a des liquidateurs qui sont prêts, parce que ce qui est important, c'est d'être capable de liquider. Parce que quand tu as des bonds, ça fait pas que monter. Il y a des moments, ça peut baisser. Pas à cause d'un phénomène qu'on appelle quand tu as des évolutions de taux d'intérêt. En gros, quand les taux d'intérêt montent, moi j'ai une obligation qui paye du 2%. Si demain l'État dit les taux de directeur c'est 3%, mon obligation qui vaut du 2%, elle vaut moins cher parce que les gens peuvent acheter des obligations à 3%. Donc ça fait baisser le prix. Et donc il faut être en mesure de liquider pour toujours avoir assez de valeur en réserve. Il faut avoir des oracles, ce qui est quelque chose de pas évident non plus. Nous on a tout le code qui est prêt, donc on a plusieurs teams qui marchent et qui sont en capacité de faire ça. Là, moi, je voulais écrire la proposition pour faire ça sur Angle d'ici 1 à 2 semaines, quand le protocole sera vraiment relancé après le hackler. Enfin, ça fait partie de notre vision depuis très longtemps. Sur des produits dollars, nous, ça nous intéresse vraiment de faire ça sur des produits euros. Donc des bons du trésor euros. Il y en a eu 0 de tokenisés de bons du trésor euros pour le moment. Ça existe que sur le dollar, parce que c'est le plus gros marché à faire. Mais ouais, ça c'est à court terme. Il faut absolument que le protocole ait fait ça. Et donc certains gens ne veulent pas liquider parce que le protocole, tu sais, tu as des setups, est-ce que les gens qui détiennent les securities, donc les bons du trésor, est-ce que c'est des gens qui doivent avoir un KYC, ou est-ce que le marché primaire est KYC et pas le marché secondaire? Mais si le marché secondaire n'est pas KYC, et s'il y a des liquidateurs qui liquident des gens qui n'ont pas le KYC, potentiellement ils achètent des securities à des gens qui ont financé du terrorisme, et donc potentiellement ils prennent un risque légal. Nous, c'est quelque chose où c'est un peu un cauchemar de gérer ça. On va trouver une solution, mais voilà. Mais l'avantage, je finis juste sur ça, de faire ça avec des bons du trésor euros, de faire ça en tant que protocole de stablecoin plutôt que quand tu es Flux, c'est que quand tu es Flux, moi j'ai mes OUSG, j'emprunte des USDC, mais mes USDC, ça se trouve, c'est des gens qui ont financé du terrorisme ou qui ont blanchi de l'argent. C'est ça le risque. Alors que quand tu empruntes de l'AG Euro ou du DAI, un protocole de stablecoin, l'AG Euro il est fraîchement émis. Donc tu n'as aucun problème de ce qu'on appelle des AML, anti-money laundering, ou de blanchiment d'argent. Le truc il vient d'être créé en circulation. Ça c'est le premier avantage, juste d'un point de vue pure compliance, etc. Et faciliter les opérations. Le deuxième avantage, c'est que c'est le protocole de stablecoin qui peut décider du taux d'emprunt auquel tu empruntes le stablecoin. Donc aujourd'hui, sur Flux, tu empruntes ton USDC à 4,5%, 4,13%. J'ai regardé la semaine dernière parce qu'il y a quelqu'un de Ondo qui est venu au bureau. Moi, je m'entends très bien avec la team Ondo. C'était 4,13%. Nous, Angle, la gouvernance, elle peut décider le taux auquel tu empruntes de l'AG Euro, c'est 2,5%. Et ça permet d'être plus compétitif que tous ces protocoles comme Flux. Donc ouais, c'est pas à côté sur la vision, c'est dans la vision, il faut qu'on fasse ça. On a hâte alors. Ouais, moi aussi j'ai hâte. J'ai vu que vous avez travaillé sur l'AG Gold. Ouais. Est-ce que ça s'appelle l'AG Gold? AG Gold, ouais. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais des stables, indexés sur l'or du coup.
Il y en a une principale, c'est le Pax Gold, mais ils ont mis des frais à l'intérieur qui rendent un peu difficile son utilisation. Ouais. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Est-ce que il va y avoir un oracle peut-être Chainlink ou c'est vous qui gérez l'oracle? Je sais pas. Donc l'AG Gold, il est déployé. Ok. Juste, il est tout posé pour des raisons légales, parce que ça peut être considéré comme un dérivatif token aux États-Unis. Donc on était en train de voir avant le hackler, après on a eu d'autres priorités, d'autres problèmes à résoudre, mais de voir comment on pouvait toujours bien offrir ce stablecoin sans que la DAO ne prenne trop de risques. L'ego vis-à-vis surtout des États-Unis. En Europe, on a regardé, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça qui bloque. Et ouais, on regarde un oracle Chainlink, il y a un oracle Chainlink XAU. Donc XAU c'est le ticker pour l'or. Il y a un oracle Chainlink XAU, Ether quoi. On regarde Ether XAU, on regarde PaxG XAU, qui est le stablecoin des Paxos. Mais oui, Paxos ils ont un frein de transfert quand tu transfères le stablecoin, ça casse beaucoup d'intégration. Pour prendre un petit peu de recul, pour revenir un petit peu sur globalement l'intérêt de la DeFi, comment est-ce que tu expliquerais l'avantage de la DeFi par rapport à la finance traditionnelle, ou alors l'avantage de la finance ouverte plutôt que la DeFi, si on préfère ce terme, à quelqu'un qui connaît pas grand-chose? Je pense qu'il faut prendre un parallèle sur le fait de ce que ça implique de fermer un compte bancaire et de transférer ses actifs, je sais pas, de BNP Paribas à la Société Générale. C'est un truc qui va prendre des heures, enfin qui prend des jours, des mois même. Il faut signer des papiers. Tu es captif de la BNP qui, s'ils décident de te faire chier, ils peuvent prendre leur temps, etc., de ne pas faire le virement pour que tu bouges ton argent à la Société Générale. La DeFi, c'est fait en un rien de temps parce que tes systèmes bancaires, ils sont codés sur des mêmes bases. Et donc, toi, tu sais comment envoyer de l'argent à la BNP. Tu n'as pas besoin de passer par l'application BNP, tu peux le faire par toi-même. Et tu sais comment tirer ton argent de la BNP et l'envoyer à la Société Générale. Et donc, ça facilite ce genre d'interaction. C'est un des avantages. Un autre désavantage, et c'est un truc sur lequel je pense que ça va être un des gros trucs en plus de ce qu'on appelle donc, les reward assets dont on parle depuis tout à l'heure. Un autre des gros avantages, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle des KYC portatifs, c'est-à-dire que demain j'ouvre un compte à la BNP, je vais devoir prouver mon identité, mon adresse à la BNP, je vais ouvrir mon compte à la Société Générale, je dois prouver mon adresse, mon identité à la Société Générale. Aujourd'hui, en DeFi, ça serait possible d'avoir juste une solution et la BNP, elle vérifie que je passe bien auprès de cette solution, genre une solution qui dit, ça c'est Pablo Vera, né en 1997, qui habite à telle adresse. La BNP peut voir, la Société Générale, j'aurais pas besoin de lui donner mes informations, elle pourrait voir directement le fait que j'ai bien toutes ces informations-là. Et donc, comme l'information est portable, c'est-à-dire que tu peux faire un KYC décentralisé, genre je fais un KYC universel qui est valable pour tout le monde. Ça, c'est le genre de truc que tu peux faire en DeFi qui est beaucoup plus difficile à faire hors DeFi. Et en fait, tout ça, ça rejoint l'idée de la composabilité, sur le fait que tout est transparent, tout est beaucoup plus flexible, parce que le standard sur lequel tu reposes te permet de faire tout ça, ce qui n'est pas le cas sur les standards bancaires d'aujourd'hui. Ça, c'est un des gros avantages. L'autre, et enfin, ça, c'est des trucs qui sont un peu intangibles, ça te fait gagner du temps, ça t'évite de refaire ça. À la fin, le fait que les systèmes soient construits de cette façon-là, ça te permet d'enlever plein d'intermédiaires au milieu. Là, tu vois, quand tu transfères de l'argent en banque, tu comprends pas pourquoi ça te coûte 0,80 centimes, 80 centimes ton virement instantané. Alors que c'est trop facile quoi, de faire un virement instantané. Pourquoi ils prennent de la valeur? Parce que eux, ils passent par d'autres acteurs qui vont leur faire le frais, qui routent eux-mêmes à d'autres acteurs. Alors que sur la blockchain, tes systèmes, ils sont construits pour que ça soit facile et quand tu as un intermédiaire que tu veux te greffer, il faut que tu justifies ton apport de valeur. Mais au niveau d'infrastructure, tu n'as aucune valeur à apporter. Et donc, moins d'intermédiaires, donc moins de frais de transaction, plus de transparence, donc moins de vas-y, je te prends des frais par-ci, je te prends des frais par-là. Non, moi, je peux voir où tu me prends des frais et je regarde si je suis capable de payer. Et à la fin, ça fait plus d'argent pour le consommateur. Nous, je pense que comme on est un peu des geeks, on regarde le code et donc on voit comment tout ça fonctionne. Ouais. Mais du point de vue de quelqu'un qui va pas aller regarder soi-même justement quels frais sont pris par qui, est-ce que finalement la blockchain pour lui c'est beaucoup plus clair que ce qui se passe dans la finance traditionnelle? Ça, je sais pas.
Ouais, moi non plus. Non, je sais pas, et ça manque d'une bonne expérience utilisateur. Quand tu es un dev, l'expérience utilisateur, elle est trop bien sur la blockchain, parce que tu comprends ce qui se passe, ce que tu disais, on sait lire le code. Euh, mais quand tu es ma grand-mère, je sais pas si c'est mieux pour toi ou pas. J'espère que ça sera un truc où ça sera un milieu super compétitif, un peu comme les télécoms le sont devenus, où avant, quand tu étais dans les télécoms, tu vois, avais un abonnement téléphonique, bah, tu étais une vache à lait pour ton fournisseur. Alors maintenant, tu as des acteurs comme Free qui ont cassé un peu les prix et tu te retrouves à payer vraiment pas grand-chose, un truc qui est limite à un public good, quoi, un forfait téléphonique, ça change rien. J'espère que ça va être la même chose sur la blockchain et parce que ça sera encore plus facile d'aller disrupter, vu que le coût à l'entrée est plus faible que lancer une banque ou lancer je sais pas quel service. Le coût à l'entrée est un peu plus faible, on verra avec les régulations ce que ça implique être un coût à l'entrée en fonction de là où tu es positionné dans la chaîne de valeur. Ça sera plus compétitif et donc les frais sont peut-être pas, pour les non-devs, pas rendus plus transparents, mais il y aura une pression à la compétition qui font que les frais baisseront, je pense, à un certain moment. Une des critiques principales qui a été faite à la finance traditionnelle après la crise de 2008, c'est qu'il y a une interdépendance qui est énorme. Il y a un repackaging des actifs constant. Et au final, c'est souvent peut-être parce que on se rend plus vraiment compte, même les gens qui travaillent dans ce domaine ne se rendent plus vraiment compte de qu'est-ce qu'il y a dans les assets qui sont en train de trader et donc ils sont obligés de faire appel à des agences de notation mais qui n'ont pas forcément les incentives alignés et donc qui vont finir par pas donner forcément les notes les plus pertinentes. On voit que c'est quand même l'interprétation la plus commune, c'est ce problème-là qui a en grande partie amené à la crise de 2008. Quand tu vois que ce qui se passe aujourd'hui dans la DeFi, il y a des aspects assez similaires parce que on va jamais juste garder un token, on va le mettre quelque part pour faire du yield, ça va nous donner un autre token qui représente notre position. Ensuite, on va utiliser cette position pour la mettre en collatéral quelque part pour minter quelque chose d'autre, puis on va l'échanger. Au final, on retrouve un peu toute cette abstraction dans la DeFi, alors qu'on aurait pu s'imaginer que d'un coup, ça devenait beaucoup plus clair. Non, je suis d'accord avec ça. Il y a des produits qui ressemblent à des produits 2008. Enfin, 2008, genre, vu que la propriété numéro 1 de la DeFi, c'est la possibilité de composer, donc de construire des produits les uns sur les autres. Tu te retrouves forcément et très facilement avec des biais comme 2009. Après, moi, j'ose croire que... Enfin, j'étais au collège en 2009, donc j'ai suivi plus a posteriori. Mais j'ose croire que la DeFi te donne quand même les outils de mieux comprendre quel est le risque sous-jacent, quel produit tu es en train de composer, et c'est plus facile de refaire toute la boucle et de comprendre qu'en fait, dans ton produit financier, c'est des prêts immobiliers de gens du Midwest aux États-Unis qui n'ont pas forcément les moyens de rembourser leurs prêts. Enfin, je pense que tu es un peu plus transparent. Après, plus tu ajoutes de couches de composabilité, plus c'est dur d'aller remonter à ça et plus les gens ont tendance à oublier quel est le sous-jacent de base. Mais oui, tu y arrives. Je pense pas que ça soit une mauvaise feature, hein, la composabilité qui permet de complexifier les produits parce que ça te permet d'avoir des choses beaucoup plus expressives. Tu as un produit de base que tu peux conjuguer avec quelque chose pour faire quelque chose un produit de base qui ne convient pas à tout le monde. Tu conjugues avec autre chose qui fait quelque chose qui convient à la moitié et avec quelque chose qui convient à l'autre moitié. Donc ça te permet de formater un peu comme tu veux. Mais ouais, c'est un issue et je pense que les protocoles d'assurance, les protocoles qui permettent d'analyser le risque technique des smart contracts et le risque financier inhérent à chaque produit, c'est quelque chose qui va arriver. Tu mentionnais les agences de notation. Les agences de notation, Moody's, S&P, Standard & Poor's, ont déjà toutes des teams blockchain qui sont en train de regarder ça. Mais il y a d'autres équipes qui font de la notation aussi en DeFi. Ça me rappelle, je ne sais plus où je lisais ça, mais je lisais que peut-être qu'une des raisons pour lesquelles les gens comprennent pas forcément la crypto au départ, c'est qu'en fait, ils savent pas à quel point le système traditionnel est pas composable, et donc ils s'imaginent que c'est déjà comme ça. Mais en fait, quand on voit à quel point est-ce que la finance traditionnelle, le système bancaire, et il y a beaucoup de barrières à l'entrée, c'est souvent très très compliqué légalement. Alors il y a aussi une partie compliance qui va venir dans la crypto progressivement, mais quand on voit à quel point est-ce que c'est un système qui est archaïque dans beaucoup d'aspects, c'est en creusant ça qu'on se rend compte, ok, en fait c'est vraiment plus simple d'avoir une grande base de données avec tout, et comme ça, comme il y a tout, n'importe qui peut lire. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça du coup la grande différence, comme tu le dis, avec 2008, c'est que 2008 en fait, faut aller éplucher des papiers
vraiment précis pour aller se rendre compte, ok, en fait, ces titres de dette, de mortgage, en fait, ils sont backés par des gens qui vont jamais rembourser. Un peu de la même manière que là, pour voir que SVB était illiquide, peut-être pas insolvable, mais en tout cas illiquide, fallait regarder littéralement dans une footnote tout en bas où c'était marqué ah oui, c'est vrai, on a un peu plus d'1 milliard de pertes sur le fait que nos bons du trésor se sont dépréciés avec la montée des taux d'intérêt. Euh, et ben, finalement, un SVB on-chain, il y a des dashboards d'une qui te Ouais. montrent le problème. Encore faut-il qu'il soit là. Mais, Encore faut-il les créer, ouais. Du coup, mais c'est. tu peux le mettre en mode footnote aussi. C'est pour ça que c'est dur de défendre. Enfin, tout le monde peut créer les notes, peut créer ses dashboards d'une, alors qu'il n'y a que la SVB qui est en mesure, qui a l'obligation légale de communiquer. Donc tu peux avoir des contre-pouvoirs, des gens qui vérifient que ce qui est déclaré par les gens qui sont censés déclarer est actuellement correct, et pas seulement des auditeurs à qui tu mets accès à dans des data rooms aux données. Parce qu'on peut s'imaginer, en vrai, pour que, enfin, n'importe quoi de la taille de SVB, quand ce sera dans la crypto, on peut s'imaginer qu'il y aura des dashboards d'une et que l'information sera quand même assez accessible. J'espère. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, nous, Angle, il y a des analytics sur le protocole. On fait en sorte, je pense qu'on est assez dans le haut du panier des gens qui font ça, qui communiquent, qui te rendent l'information accessible facilement. Mais encore, il faut savoir comment fonctionne le protocole, tu vois. Ce qu'on va t'afficher des données, c'est, je sais pas, comme quand tu lis une balance sheet, parfois ça peut être du chinois si tu sais pas lire une balance sheet. Et donc tu peux toujours pousser plus ou moins loin le vice de à quel point c'est compréhensible. Nous, on fait en sorte que ça soit compréhensible pour nous, les analytics qu'on fait, parce qu'on les utilise avec la DAO pour être capable de communiquer sur l'état du protocole. Mais il y en a plein, tu leur montres ça la première fois, ils font les gars, je comprends pas vos trucs. Ouais. Franchement, c'est quelque chose, je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer. Si tu as des gens qui vont être capables de bien présenter le risque, des gens qui vont faire des analyses sur chacun des protocoles. Il y a déjà des protocoles qui ont des équipes qui sont payées pour ça. Hein. Sur Curve, par exemple, il y a des équipes qui sont payées par la DAO Curve pour faire des analyses sur tous les protocoles qui sont en train de s'intégrer sur Curve. Ils vont franchement assez loin et je suis toujours assez impressionné par leur diligence. Si on essaye d'imaginer dans peut-être 15-20 ans, quand l'écosystème aura beaucoup évolué, quand la finance globalement aura beaucoup évolué, quand j'espère Angle Labs et Angle Protocol aura beaucoup évolué, qu'est-ce que tu aimerais avoir apporté c'est quoi la pierre que tu aimerais avoir mise peut-être la pierre qui te fera te dire ok, j'ai apporté ma pierre à l'édifice pour aller, disons, rendre un monde meilleur. Moi, je serais content à partir du moment où, sur la GRO, je sais qu'avec des risques minimes, tu es capable de toucher l'Ester, donc qui est le taux sans risque du marché. Et si le protocole est capable de payer ça de façon viable et continue, là, je pense que c'est une primitive de base. Tu me parlais un peu du stablecoin qui résiste à l'inflation. Ça, moi, c'est mon stablecoin qui résiste à l'inflation. Et ça te fait un livret A pour tout le monde, dans lequel tout le monde peut aller et venir sans cap. À voir comment tu structures ça légalement, mais le sens de Mika, c'est que si le protocole est décentralisé et si toute cette gestion se fait de façon très transparente avec une bonne disclosure des risques pour tous les participants, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc ça c'est mon objectif. Je dirais plus un objectif court terme, enfin moyen terme. Mon objectif long terme, là où j'ai envie d'apporter la pierre édifice avec Angle, c'est que le protocole ait réussi à donner de l'utilité à des gens, à permettre à des gens à faire via la DeFi des choses qu'ils ne pouvaient pas faire en finance classique. Genre, tu es une boîte, tu as, je sais pas, des accounts receivables, donc tu as des fournisseurs qui attendent d'être payés. Tu ne peux pas tout le temps l'utiliser en collatéral auprès de tes banques. Et nous, c'est avoir réussi à donner cette utilité-là via la GRO, en se reposant vraiment sur la valeur de l'industrie composable qu'on est en train de créer, d'avoir créé des outils en fait, financiers plus efficaces et sans plus de risques que ce qui existe dans les banques classiques. Là, le jour où on a ça, ça c'est plus à long terme, tu vois. Mais le jour où on a réussi à remplacer une partie de l'infrastructure bancaire de façon transparente, prévisible et fiable, sur des trucs des mécanismes de prêt, mais ça peut aller beaucoup plus loin, des solutions de refinancement. Tu peux prendre toute la finance et la porter en DeFi, et nous, on a un biais très fort stablecoin. Voilà, j'espère que c'est la pierre que je vais réussir à apporter.
J'ai quelques questions un peu plus pragmatiques parce que je pense qu'il y a, il y a pas mal de jeunes qui nous écoutent et qui se posent des questions sur peut-être qui ont envie d'entreprendre, que ce soit dans la crypto ou Ouais. pas d'ailleurs, et qui se posent des questions sur comment s'organiser, comment le faire, peut-être même comment lever. Euh, Comment est-ce que tu t'organises? J'imagine que il y a du temps pour. Enfin, moi en tout cas, la manière dont je fais, c'est que bah, j'essaye de séparer mon temps et parfois c'est assez dur de trouver comment le faire entre le travail, on va dire, plus théorique, c'est-à-dire lire des papiers, regarder, lire du code, voir comment les autres protocoles marchent, l'idéation, le code, et ensuite j'imagine le marketing aussi, Twitter, Discord. Comment est-ce que tu t'organises entre tout ça? Déjà, sur une journée, moi, j'essaie d'être assez régulier. Tu sais, t'as des gens qui vont... Il y a des jours, ils vont travailler toute la nuit. Parfois, ils vont se lever tout le temps. Moi, j'arrive, je commence quasiment à travailler tous les matins à la même heure. J'arrête à la même heure. Je sais que je fonctionne bien comme ça. Bon, ça répond pas exactement pour le moment à ta question, mais je sais que dans une routine et dans une régularité, c'est sur ça que je suis le plus productif. Euh, Après, créer sa boîte, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est assez bateau de dire ça parce que tout le monde le dit. Donc, faut pas se cramer les ailes. Tu peux croire que tu vas travailler 16 heures par jour, etc. Faut être capable de juger de sa capacité de travail. Moi, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais en prépa, j'ai pas mal travaillé quand j'étais en école. Je sais quel rythme je peux m'imposer. Enfin, c'est mon rythme de marathon, quoi, sans me mettre dans le rouge et sans faire de burn-out ou de trucs comme ça. Moi, je dis ça parce que ça va bien en ce moment et ça fait 2 ans, il n'y a aucun moment où j'étais, voilà, c'est trop fatigué, c'est trop et tout. Donc d'abord, il faut trouver un rythme qui convient. Bon, c'est beaucoup de travail parce qu'il y a plein de trucs, il y a plein de trucs à faire. Mais après, c'est ta conscience et toi. Genre, quand tu crées ta boîte, si tu travailles pas, il n'y a personne qui va te dire travaille. Tes investisseurs, ils te diront travaille, mais 3 mois plus tard. Donc c'est vraiment ta conscience et toi. Enfin, il y en a qui travaillent moins, hein, des fondateurs, des entrepreneurs de boîtes. Mais bon, ça se ressent peut-être. Et donc trouver un rythme sain, confortable, avoir le temps de faire d'autres choses. Moi j'habite avec ma copine, de passer du temps avec sa famille, avec sa copine, ses amis, c'est aussi quelque chose qui est important pour garder une santé mentale importante. Et après, comment tu organises ton temps? Enfin, ça varie un peu tout le temps. Moi, je sais que je suis assez en mode to-do list, quoi. Je sais que j'ai mes objectifs court terme de la journée, mes objectifs long terme, que j'ai toujours dans un coin de ma tête, mais que j'écris pas forcément dans ma to-do list. Et après, faut le voir. En fait, une bonne façon de savoir comment organiser ton temps, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de faire la chose qui est la plus efficace à l'instant T pour ma boîte? Si tu n'es pas en train de faire la chose la plus efficace à un instant T, c'est peut-être que tu peux allouer ton temps à faire quelque chose de mieux. Si tu es en train de coder, mais tu vois que tu peux donner un gros coup de boost niveau marketing, à faire des tweets, à aller voir les personnes dans ton équipe qui s'occupent de ça pour essayer de les cadrer, de réfléchir avec eux, bon, tu arrêtes de coder et tu vas réfléchir avec eux. Nous, on reste une équipe assez jeune. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre en management et un truc comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je réfléchis en tout cas. C'est comment je peux essayer de redonner la motivation à tout le monde, à toute l'équipe, à chaque instant. Et ça, c'est ça qui a primauté surtout. Après, moi, dans mon travail, comme je suis ingénieur, j'ai tendance aussi à me laisser avoir par le fait de coder, parce que c'est sympa, j'aime bien ça. Mais faut pas se laisser guider que par son kiff. Genre, parfois, tu fais des trucs, ça te fait pas marrer. Il y a 70% du temps, ça va être des trucs cool. 30% du temps, ça va être des trucs qui te font intrinsèquement chier. Il faut les faire. Et du coup, tu essaies de les faire vite, bien, efficacement, pour pas avoir traîner une dette sur ça. Mais donc, ouais, se dire... Enfin, le truc important, c'est de se dire, est-ce que je suis en train de faire le truc le plus efficace en ce moment pour la boîte, pour le projet à long terme? Ça, c'est une bonne façon de savoir comment t'organiser au quotidien. Comment vous répartissez les rôles dans votre équipe? Donc, on est une équipe de 9, ce qui est plutôt petit pour les boîtes qui ont levé 5 millions. Donc, on est assez cheap, enfin, on brûle lentement, on a le temps de tenir pendant encore assez longtemps. Il y a plusieurs phases, donc tu as une personne qui gère le business développement. Ils sont 3 à gérer notre application qui permet d'interagir avec le protocole Angle.
On est 2 à coder les smart contracts. T'as quelqu'un qui fait du contenu, un peu de produit, et on a une designeuse aussi dans l'équipe. Donc généralement les équipes DeFi sont structurées comme ça. Enfin, la vraie organisation, c'est que tu as une équipe recherche qui va réfléchir au concept, lire les papiers, etc., qui est vachement spécialisée. Tu as une équipe Solidity qui va implémenter ce que décide l'équipe recherche. Tu as une équipe front qui va coder l'interface qui permet de se plugger sur les contrats qui ont été codés par l'équipe Solidity. Et ensuite, une équipe produit, marketing, business développement qui va s'occuper de marketer le protocole. Je trouve que beaucoup d'équipes commencent à tendre vers ça. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans la crypto ou même plus généralement, qui veulent soit créer un protocole, soit juste créer une entreprise? Alors j'essaie de dire un truc pas trop con. Non, le conseil que je peux te donner, c'est d'essayer de réfléchir, c'est un truc très crypto, hein, mais d'essayer de réfléchir toujours selon le cycle, pas le cycle qui vient de passer, mais le cycle qui arrive, genre d'être un peu prospectif. Parce que si ce cycle-là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais si le cycle-là, c'était le cycle de la DeFi, les trucs qui ont marché là en 2021, 2022, ça n'a pas été ce qui a marché en 2023, 2020, enfin, plus 2024, 2025, etc. Donc c'est d'essayer d'avoir un cran d'avance à ce niveau-là. Et l'autre conseil, c'est quand même de se laisser guider par son plaisir. Moi, j'ai pas mal d'amis, mais pas forcément en crypto, qui réfléchissaient à lancer des boîtes parce qu'ils disaient « Ah ouais, le marché sur ça a l'air bien ». Mais si le marché de base te fait profondément chier, genre si t'es pas content de travailler sur ce produit-là, ça sert à rien. Genre, t'as l'impact financier que tu peux avoir avec ton entreprise, dire ah ouais, si j'arrive à capturer le marché, ça va valoir tant, je vais gagner tant d'argent. Je pense que c'est une mauvaise façon de réfléchir. Faut plus réfléchir en mode est-ce que ça me fait vraiment marrer de faire ça? Est-ce que je suis content de créer une équipe autour de ça? Et parce que c'est le chemin qui est plus intéressant, je pense, que la destination. Et si tu prends du plaisir sur le chemin, ta destination sera, tu t'en sortiras mieux que si tu fais des trucs qui t'embêtent un peu. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, des mentors, que ce soit des personnes que tu connaisses dans la vraie vie ou bien des figures même que tu n'as jamais rencontrées? En mentor, surtout sur les gens crypto, moi je marche pas mal à la FOMO. Genre, pas à la FOMO, mais à me dire ah ouais, eux ils ont fait ça, comment ça se fait que j'ai pas réussi à faire ça moi? Vas-y, je vais travailler plus, je suis une merde, et je marche pas mal comme ça. Et en fait, ça change un peu tout le temps, quoi. J'ai pas de maître à penser unique. J'ai des advisors où je sais que je suis tout le temps d'accord avec eux. Je pense notamment à Sébastien Derivo de Maker, qui lui a une vision sur la DeFi qui, ma vision fit sur la sienne, donc je suis tout le temps d'accord avec lui. Mais ça, c'est plus en termes stratégiques. Après, moi, les premiers de l'industrie, les Vitalik, mais même les créateurs de Campan, Navé, Uniswap, ces gars-là qui ont réussi à proposer des 0 to 1, j'essaie pas mal de m'inspirer d'eux, de comprendre dans quelle phase ils étaient au moment où eux se sont lancés, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont pris la bonne décision au bon moment pour être en mesure de réussir à faire la même chose. Je sais pas s'il y a des sujets particuliers que tu veux aborder en plus, sinon... Non, moi c'est bon, je suis content. Je te remercie de m'avoir invité à venir ici, c'était très cool. J'ai passé un très bon moment. Ce que je peux dire, c'est que moi je reste joignable sur Twitter, Discord, Telegram. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'industrie, j'ai pas un temps infini, donc parfois je mets un peu de temps à répondre. Mais globalement, je suis toujours heureux quand je vois des nouveaux projets qui se lancent. Si je peux modestement leur apporter ma pierre à l'édifice, leur donner 2-3 conseils, je le fais. Donc c'est une industrie qui reste collaborative, qui reste composable avant tout. Et assez vite, ce qui est cool en crypto, c'est que tu te retrouves à parler à tout le monde, quoi. Pour peu que tu ailles aux conférences, tout le monde est encore super accessible. Il n'y a pas de superstar à qui tu n'as pas le droit de parler. Du moment que tu bosses et que tu es sérieux, tu peux être écouté. Et donc, voilà, moi, je n'ai aucun problème à aider des projets qui se lancent à la mesure d'un certain temps. Mais ouais, n'hésitez pas à me contacter.
C'était un plaisir de t'avoir ici, Pablo. Merci beaucoup. Merci.